Il est 18 heures. Je vous propose de commencer par l'appel nominal pour pouvoir ouvrir la séance de notre conseil municipal. Jérôme Dubaud, présent. Fabienne Malandin. Présente. Nicolas Sajous. Présent. Agnès Sibylle. Présente. Damien Guillard. Présent. Pascal Gallet. Présent. Yannick Lecoq. Christelle Boubert a donné pouvoir à Virginie Vandal. Sylvain Cornette. Véronique Blondel. Éric Lefebvre. Édith Leroux a donné pouvoir à Agnès Sibylle. Gilles Bellière a donné pouvoir à Fabienne Malandin. Patrick Denise a donné pouvoir à Sylvain Cornette. Isabelle Noto a donné pouvoir à Jérôme Dubaud. Cédric Deschamps-Olbrec. Aliki Perandoukou a donné pouvoir à Aurélien Lecacheur. Jean-Pierre Laurent a donné pouvoir à Nicolas Sajous. Jean-Luc Hébert. Catherine Aumont a donné pouvoir à Pascal Gallet. Thierry Goumand. Isabelle Crevel. Sandrine Verhayen a donné pouvoir à Thierry Goumand. Virginie Vandal. Aline Maréchal a donné pouvoir à Yannick Lecoq. Aurélien Lecacheur. Il arrive. Nicolas Bertin a donné pouvoir à Véronique Blondel. Nicole Langlois. Laurent Gilles. Arnaud Leclerc. Corinne Chouquet. Virginie Lambert a donné pouvoir à Arnaud Leclerc. Agnès Montrichard a donné pouvoir à Nicole Langlois. L'appel est fait et je remercie les collègues évidemment présents, mais aussi celles et ceux qui ont donné un pouvoir de manière à ce que nous puissions, dans cette salle Michel Valery, être le moins nombreux possible, de manière à pouvoir aussi être dans cette forme d'exemplarité. Donc je remercie les collègues qui, depuis chez eux, peuvent assister, puisque je le dis, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de la ville, et donc je salue évidemment celles et ceux qui nous regardent et nos collègues qui vont pouvoir suivre nos débats. L'appel nominal étant fait, nous allons pouvoir poursuivre. Il me faudrait désigner un secrétaire de séance, il n'est pas encore arrivé. On va attendre quelques instants, donc il me faut peut-être désigner dans l'attente un autre secrétaire de séance. Est-ce qu'éventuellement nous pourrions déroger à la règle et proposer à l'aîné de ce conseil municipal? Elle accepterait-elle, Madame Langlois? Eh bien voilà, Madame Langlois, je vous propose d'être la secrétaire de séance de notre séance du conseil municipal, dont c'est le premier de l'année 2021. Nous avons au menu un certain nombre de délibérations. Je propose sans plus attendre de commencer. Vous dire que nous sommes en direct de la salle Michel Valery. C'est une salle culturelle. C'est une salle qui n'est pas la salle ordinaire des conseils municipaux. La crise sanitaire nous obligeant à avoir des distances. Et vous voyez, nous sommes au moins quasiment à 2 mètres les uns des autres. Chers collègues, il s'agit d'approuver le procès-verbal du précédent conseil municipal. C'était le 14 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des remarques? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est donc un procès-verbal adopté à l'unanimité. Chers collègues, mesdames, messieurs, comme cela est désormais devenu la coutume, je souhaite vous tenir informés de divers points ayant attrait à l'activité municipale et qui ne relèvent pas de nos délibérations. Et puis, c'est l'occasion éventuellement d'aborder l'actualité de notre commune. Nous sommes au mois de février. Je n'ai pas eu l'occasion, je l'ai fait, j'ai présenté à chacun d'entre vous, que vous soyez élus ou à l'ensemble des Montillons, mes vœux. Puisque nous sommes au conseil municipal, j'avais envie peut-être de formuler un vœu, c'est de me dire que puisse ce conseil municipal se dérouler dans les mois et les années à venir de façon la plus constructive qui soit, car je crois que nous avons besoin, en ces temps si troublés, en ces temps si difficiles, qu'au moins nous puissions avoir des débats dans la sérénité, le sérieux, je crois qu'on le répète souvent, et puis oui, une qualité dans les échanges. Je souhaite, mes chers collègues, que nous puissions rendre un hommage à l'un de ces agents, de ces anciens agents, qui a marqué la vie de notre commune. Le 21 janvier 2021, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de M. Jean-Claude Brubion, directeur du service culturel de Montivilliers,
de 1979 à 2014, année de sa retraite. Je souhaite pouvoir dire ici quelques mots dans cette salle qui fut la salle des fêtes, aujourd'hui appelée salle Michel Valery, une salle où Jean-Claude a tant œuvré. Il a tant fréquenté cette salle des fêtes devenue la salle Michel Valery. Nous ne pouvons pas organiser de moments collectifs pour rendre hommage à la mémoire de Jean-Claude Brubion, qui fut salarié de la ville pendant 35 années. Cela serait pourtant amplement mérité. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement, vendredi dernier, lors de ses obsèques, que la ville de Montivier aurait ce temps dès lors que la crise sanitaire sera derrière nous. Sous l'impulsion et avec la confiance de M. Michel Valery, maire élu en 1977, Jean-Claude Brubion entreprit la création d'un service culturel à Montivier. Grâce à son action, la Cité des Abbesses a alors été pourvue d'une école de danse et de musique, d'une nouvelle bibliothèque, la bibliothèque Condorcet, d'un service communication, d'une programmation culturelle riche, éclectique et de qualité incluant des concerts classiques, de musique actuelle, des expositions artistiques, du théâtre et des fêtes populaires. Il a contribué à la création du festival L'Air du Temps, du concours international d'affiches et à la renommée des concerts de l'abbaye. Christiane Mandeville, adjointe à la culture de M. Valery, travaillait toujours de concert avec Tachu. Tachu, c'était son surnom. Le projet phare fut celui de la rénovation des bâtiments abbatiaux, avec un immense chantier qui en ouvrit d'autres, comme celui de la restauration de l'être de Brice-Garré, puis du temple protestant. Ghislaine Hervé, qui fut adjointe à la culture de 2008 à 2014, avait accompagné Jean-Claude sur ses travaux et nous a rappelé combien il avait pu œuvrer pour le bien-être de notre commune. Le patrimoine historique, avec son abbaye restaurée, participe au renom de Montivier. Sous l'impulsion de Jean-Claude Brubion, l'abbaye est classée au monument historique en 1992. Le logis de l'abbesse du XVIIIe siècle est devenu une bibliothèque. Le cloître, la salle capitulaire du XIe siècle et les dortoirs ont été restaurés, tandis que le réfectoire gothique a été aménagé en salle d'exposition artistique. Celles et ceux qui ont travaillé avec lui durant les 35 années qu'il passa au sein de la ville de Montivier savent à quel point son engagement envers la culture était sincère, profond et surtout communicatif. M. Brubion a su faire naître la vocation du patrimoine chez de nombreuses personnes. La confiance qu'il avait envers ses équipes et l'humanité dont il faisait preuve au quotidien en faisaient un directeur respecté. Il avait noué des relations bienveillantes avec l'ensemble des agents. Nous avions d'ailleurs, lors d'un comité technique, à la demande de la CFDT, rendu un hommage à celui qui avait créé cette section syndicale en 1979. Le milieu associatif, Montivillon, garde le souvenir d'un homme accueillant, motivé et toujours disponible pour accompagner les projets culturels. Secrétaire de MHAD, l'association Montivier hier, aujourd'hui, demain, son amour pour le patrimoine s'est poursuivi après la fin de sa carrière professionnelle, notamment au sein de l'abbaye de Normandie, dont il était le président. En parallèle de sa vie professionnelle, Jean-Claude Brubion était également un homme engagé au sein du Parti socialiste, conseiller municipal et adjoint au maire de Bolbec. Défenseur de l'éducation populaire, il était de tous les combats humanistes. Sa disparition est une grande perte pour notre belle ville de Montivier, pour le patrimoine, pour le monde associatif et pour la culture. Beaucoup de ses anciens collègues pleurent aujourd'hui un ami disparu. Il était une force tranquille, une force utile à l'intérêt général, une force de la conviction et de la motivation de ses troupes. Patrick, Stéphane, Anne, Jérôme, Paolo, Nadine, Marie-Hélène, Jean-Marie, Dominique et tant d'autres que je ne peux citer, ils m'en excuseront, garderont le souvenir de cet homme visionnaire. Pour cet infatigable militant de la cause culturelle, je pense que le meilleur hommage que nous pouvons lui témoigner, c'est de poursuivre le chemin qu'il a tracé, celui de faire vivre la vie culturelle accessible à toutes et à tous dans la Cité des Abbesses. Au nom de la municipalité de Montivier et en votre nom, chers collègues élus, j'ai adressé mes plus sincères condoléances à sa femme Gaby, à Samuel et Morgane, à ses 5 petits-enfants, à sa famille, à ses anciens collègues et à ses amis. Chers collègues, je propose
de poursuivre et évoquer un sujet qui intéresse tous les Montivillons, et au-delà de Montivier, puisque dans une dizaine de jours, les conseillers communautaires auront à examiner une délibération de principe relative au projet d'extension du tramway. Ce projet, vous le savez, dans sa version présentée en 2019, avait suscité de nombreuses réactions et de vifs débats. Avec la majorité, et comme de nombreux Montivillons, nous avions alors considéré que ce projet n'était pas acceptable, car contraire aux enjeux mêmes du développement des transports en commun, à leur efficacité et donc à l'amélioration de la qualité de vie quotidienne des habitants. Le projet présenté en 2019 doublait au moins le temps de trajet entre Montivier et Le Havre par rapport à celui de la ligne de la TER. Le risque était alors non seulement de ne pas conquérir de nouveaux usagers, mais pire encore, de renvoyer des usagers actuels du train vers la voiture individuelle. Autre défaut non négligeable en 2019, celui du terminus placé à la gare de Montivier, avec donc un risque de congestion supplémentaire de notre centre-ville. Le rejet de ce projet a été important parmi les habitants, comme parmi de nombreux élus que nous sommes ici. Une pétition avait alors été lancée, démontrant une mobilisation importante et le vif attachement aux avantages du train, dont le premier avantage, c'est le temps de trajet. Nous savions que ce projet reviendrait dans les débats. La question de la desserte des quartiers sud du Havre existe depuis les tout premiers projets du tramway, il y a environ une quinzaine d'années maintenant. Et cette question de la desserte des quartiers sud est parfaitement légitime d'un point de vue havro-havrais. Et ça n'a jamais été contesté. En novembre dernier, 2 hypothèses ont été présentées aux 54 maires. Alors pourquoi 54 maires ? Car la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole rassemble 54 communes et nous avons tous les mois une conférence des maires et il a été soumis aux 54 maires différentes hypothèses. L'une reprenait quasiment le projet initial, légèrement revu, avec un temps de trajet toujours trop important à notre goût, environ une demi-heure. L'autre hypothèse, qui a été présentée aux 54 élus, était un terminus à Harfleur, donc sans desserte de l'hôpital Jacques-Monod, et donc pas de desserte à Montivier. Avec un problème, personne n'était en mesure de garantir l'avenir et le maintien du train dans les prochaines années. Je rappelle ici qu'une convention 2020-2025 est en cours avec un financement de la région Normandie, 4,5 millions d'euros par an, et un cofinancement de la CU à hauteur de 2 millions d'euros par an. La prolongation de cette convention est essentielle. Mais qu'en sera-t-il dans 10 ans ? C'est une question qui reste aujourd'hui sans réponse. Alors 2025, voire 2030, c'est loin, diraient certains. Mais pour un tel projet, c'est quasiment demain. Et il appartient aujourd'hui aux élus de ne pas manquer le rendez-vous de l'avenir. Par exemple, beaucoup évoquent la nécessité de libérer des sillons entre Le Havre et Harfleur en lien avec la LNPN d'ici une décennie et peut-être même d'ailleurs au-delà. Alors, nous n'avons pas voulu, en novembre dernier, en rester à 2 alternatives, les 2 que je vous ai évoquées. Et en fait, ces 2 alternatives, au fond, elles n'en offraient aucune au Montivillon, sinon la dégradation, d'une manière ou d'une autre, des transports en commun. Nous avons donc fait le choix de travailler d'arrache-pied en lien avec la communauté urbaine, en demandant d'abord le report du vote initialement prévu le 17 décembre, car au mois de novembre, nous annonçait que le débat aurait lieu le 17 décembre. Ce n'était pas possible. Il n'était pas possible que nous puissions, sur un sujet aussi essentiel, n'avoir que quelques semaines de travail pour remettre les débats, pour remettre les discussions, pour retravailler de nouvelles hypothèses. Nous avons donc écrit, avec un certain nombre de mes collègues, les collègues élus de la CU, nous avons écrit au président Édouard Philippe, qui a accordé le délai. Donc il y a eu un délai, donc c'est donc le 18 février et non le 17 décembre que ce projet peut être abordé. Et je le révèle ici ce soir, les élus Montivillon travaillent depuis des mois sur ce dossier pour peser dans le débat. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui se fait vraiment avec détermination. Je sais que la presse s'en est fait l'écho, mais je pense que nous pourrions tenir à votre disposition
les courriers et les nombreuses séances de travail que nous avons eues pour que nous puissions revoir profondément le projet de 2019. Le président de la communauté urbaine a accordé du temps pour permettre la présentation de différents scénarios alternatifs, parce que notre objectif essentiel reste bien le temps de trajet. Parmi les nouvelles versions, l'une d'entre elles a retenu notre attention pour approfondir ce travail. C'est cette hypothèse que nous voulons défendre. En partant de Montivier, au nord-est de la gare, puisque je rappelle que nous ne souhaitons pas qu'il y ait un terminus en centre-ville, car cela asphyxierait notamment le commerce, et nous savons combien il est difficile à la fois de circuler et de se garer en centre-ville. Donc en partant de Montivier, au nord-est de la gare, le tramway desservirait, sur l'hypothèse que nous voulons défendre, le cinéma Les Arts, l'hôpital Jacques Monod, Harfleur, le stade Océane, Graville, l'université et la gare du Havre, et ensuite partirait vers les quartiers sud. Bien évidemment, bien moins d'arrêts que la version initiale présentée en 2019, donc bien moins d'arrêts, plus direct, donc plus rapide. Dès lors, ce trajet beaucoup plus direct, donc beaucoup plus rapide, permettrait de mettre Montivier à environ 22 minutes du centre du Havre. Nous connaîtrons, chers collègues, et je crois que c'est important, nous avons un conseil municipal ce soir, nous connaîtrons prochainement le détail de la délibération qui sera soumise au vote le 18 février par le conseil communautaire. C'est cette hypothèse que nous voulons défendre à 22 minutes de gare à gare entre Montivier et Le Havre. Alors évidemment, c'est un vrai rebondissement, ce serait un vrai rebondissement par rapport au scénario auquel nous avions assisté et qui était dans tous les esprits, avec évidemment un temps de trajet quasiment doublé par rapport au temps du TER. Je pense que nos échanges, nombreux, très nombreux et constructifs avec Monsieur le Président de la communauté urbaine, nous laissent bon espoir que les élus de Montivier ont été entendus sur cet enjeu si crucial qu'est le temps de trajet, sur l'enjeu du terminus au-delà de la gare, comme sur l'enjeu de la concertation. Car de quoi parlons-nous ? D'une délibération de principe qui va lancer les études de terrain qui serviront ensuite à une phase de concertation. Dans le calendrier actuel, la mise en service d'une troisième ligne de tramway n'interviendrait pas au mieux avant la mi-2027, fin 2027 peut-être. Toutes les questions, évidemment, ne seront pas levées par cette délibération. Elle ne figera pas tout, car il y aura le temps de la concertation que nous ne voulons pas se voir limiter à la seule procédure d'enquête publique, mais à un véritable débat public. Nous connaîtrons dans quelques jours la version finale de cette délibération proposée aux 130 conseillers communautaires. Mais d'ores et déjà, je veux saluer les conseillers communautaires de notre majorité qui ont conduit ce travail important et cette mobilisation pour convaincre à mes côtés. Saluer aussi ce soir la volonté du président de notre communauté urbaine d'avoir permis ce travail et ces échanges. Je l'avais dit en 2020, notamment lors d'un débat télévisé, nous ne sommes pas fermement opposés au tramway, mais nous étions bien contre le projet qui était alors présenté. Ce projet de 2019 n'était pas acceptable. J'avais indiqué dans ce même débat que soit la copie était revue, soit il fallait maintenir le train. Cela est resté notre position. Et si la copie est revue avec un temps de trajet aux alentours de 22 minutes, nous la voterons, car cela veut dire que Montivier, la ville de Montivier, aura été entendue. Car dans ce dossier, il faut retenir que nous avons choisi collectivement et en cohérence au sein de notre majorité de travailler à l'amélioration concrète du projet plutôt que de prendre le risque, en 2021, d'exclure Montivier de la réflexion alors qu'aucune garantie n'était apportée sur l'avenir du train à moyen terme. Dans ce dossier, chers collègues, c'est l'intérêt commun qui nous anime tous au sein de la majorité et, je l'espère, au sein du conseil municipal. Car chacun sait que les mobilités, c'est ce qui doit permettre les échanges dans notre territoire. Ce travail intense, nous l'avons mené avec patience, détermination, pour ne pas prendre le risque de devoir choisir entre deux solutions inacceptables. Un tramway trop long ou une desserte en train interrompue d'ici quelques années. Nous avons voulu éviter les erreurs commises en 2019. Et nous verrons bien si nous avons été entendus. Mais jusqu'alors, les signes sont plutôt positifs. Et j'ai bon espoir que nous puissions démontrer que face à des dossiers complexes qui engagent sur des décennies,
Le travail des élus, comme la mobilisation des habitants et des forces vives, sont toujours utiles. Comme vous l'avez constaté, compte tenu des dates de publication de notre magazine, nous avons également fait le choix d'informer les habitants par un supplément avant ce vote prévu le 18 février à la communauté urbaine. Théoriquement, vous avez tous eu dans vos boîtes aux lettres, et je pense qu'on en a emmené des exemplaires, un supplément du magazine Montivier pour expliquer la démarche qui a été la nôtre, d'où nous étions, où nous en sommes et où nous serons le 18 février. Évidemment, vous suivrez, chacun suivra les débats et la teneur des débats du 18 février. Troisième point, mes chers collègues, que je voulais aborder ce soir avec vous, beaucoup plus bref, et vous l'aurez remarqué, l'INSEE nous a fait parvenir les populations légales de 2018 qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021. Comme vous le savez, ces populations sont établies sur la base des enquêtes de recensement conduites de 2016 à 2020 pendant 5 ans. Elles sont donc comparables aux populations légales de 2013. Ainsi, la population municipale, au sens juridique, s'établit à 15 564 habitants, la population comptée à part à 238, soit une population totale de 15 802 habitants. Autre point d'information qui intéresse les Montivionnes et les Montivillons. L'avancement du projet du futur centre commercial de la Belle Étoile. Comme vous le savez, le promoteur Urban est le porteur du projet de construction d'un nouveau centre commercial de la Belle Étoile, comme suite au terrible sinistre de septembre 2018. Je rappelle que nos commerçants ont été alors victimes, ils le sont toujours, et c'est pour ça que nous avons à cœur d'avancer dans ce dossier. Le promoteur privé nous avait informé qu'il était tenu par le taux de commercialisation de 90% des 11 cellules prévues pour pouvoir engager le processus de construction. Chacun comprend que depuis un an, la situation sanitaire a complexifié cette commercialisation. Vous savez qu'il en est, pour un certain nombre de commerces, de banques, difficile de retravailler ces questions. Toutefois, le promoteur Urban a pu réunir les commerçants montivillons concernés pour les informer mercredi dernier, et je me tourne vers Pascal Gallet qui était présente à cette réunion de mercredi dernier. Donc Urban nous a informé qu'il avait atteint cette commercialisation nécessaire. Une seule case de 50 mètres carrés reste à commercialiser. Certains engagements restent à finaliser, mais permettent aux promoteurs d'entrer dans la phase de construction en premier lieu avec le processus d'autorisation administrative. C'est donc une bonne nouvelle dans ce contexte particulièrement compliqué pour l'ensemble des commerces. Je tenais à vous en informer. Là aussi, malgré un contexte économique difficile, les choses avancent dans le bon sens. Autre point d'information important, lors du vote du budget en décembre, nous avions indiqué que notre priorité dans les années 2021, si particulière, serait la réponse aux conséquences de la crise que nous traversons tous. Là aussi, nous sommes au travail pour concrétiser cette priorité essentielle, notamment au sein du CCAS. Je veux saluer le travail fourni pour réviser le règlement des aides facultatives pour répondre au plus près des besoins et qui a conduit, mercredi dernier, le 3 février, à une adoption à l'unanimité du conseil d'administration d'un nouveau règlement des aides. J'avais souhaité qu'un groupe de travail se réunisse avec les élus de différentes tendances et les associations pour réfléchir ensemble. Il y a eu plusieurs réunions de travail et je crois que le travail collectif a payé puisqu'il y a eu cette unanimité pour l'adoption du règlement des aides facultatives. Je souhaiterais que Mme Sibylle, notre adjointe, l'adjointe au maire en charge des solidarités, puisse nous présenter les évolutions et nous fasse une petite synthèse de ce qui s'est dit, parce que tout cela s'est dit au conseil d'administration du CCAS, mais je trouve important que nous puissions l'évoquer au sein du conseil municipal de la ville de Montivier. Madame Sibylle, est-ce que vous voulez bien prendre la parole, s'il vous plaît ? Donc, nous avons donc revu les fondements du règlement des aides, parce que moi, étant de gauche, il y avait certaines choses qui ne me plaisaient pas du tout. Donc, avec des gens autour de moi, on a changé pas mal de choses. Donc, particulièrement sur le fait de résider. Avant, c'était 6 mois, il fallait résider 6 mois sur Montivilliers pour y avoir le droit. Maintenant, c'est passé à 3 mois. En ce qui concerne le reste à vivre, il n'a pas changé, mais on a retiré dans les ressources mensuelles l'allocation éducation enfants handicapés, la prime de Noël, l'allocation de rentrée,
scolaires, les bourses d'études et la garantie jeunes. Donc en fait, ces rentrées d'argent ne rentrent plus dans le reste à vivre. Elle n'est plus comptabilisée. Ensuite, pour les charges mensuelles, c'est quasiment les mêmes. Par contre, on a installé un forfait de téléphonie de 30 € plus 10 € pour les portables pour les enfants de plus de 10 ans. Aussi, on a accordé un abonnement titre de transport par personne ou un forfait de 50 € pour un véhicule. Alors, pour le maintien des aides, on a maintenu donc les aides financières, les aides aux obsèques, les chèques d'accompagnement, le prêt social sans intérêt et les nuitées d'hôtel. Par contre, maintenant, les aides alimentaires, il y a l'urgence, le ponctuel et l'accompagnement. Et on a créé de nouvelles aides, telles que l'aide au transport, l'aide à la restauration en résidence autonomie, l'hébergement d'urgence et l'hébergement temporaire, l'aide à la téléassistance, l'aide à l'acquisition de matériel informatique. Et aussi, je tenais à vous dire aussi qu'il est rappelé que la distribution des colis alimentaires de la Banque alimentaire, elle est totalement indépendante du CCAS. Donc, il y a aussi plusieurs aides. Il y a l'aide alimentaire d'urgence, l'aide alimentaire ponctuelle, l'aide alimentaire d'accompagnement, comme je vous ai expliqué. Mais vous pouvez, rien n'est figé. Et aussi, pour la participation, l'aide alimentaire ponctuelle, avant, on demandait une participation de 15%, et nous, on l'a abaissée à 10%. Ensuite, il y a toujours le dispositif associatif, qui est donc la banque alimentaire et les restaurants du cœur, mais la banque alimentaire, pour le moment, travaille aussi avec le CCAS. Alors, pour ce qui concerne les aides ajustées, le montant journalier, auparavant, était de 2,50 € par jour, ce qui faisait un montant mensuel de 75 €. Nous l'avons passé à 4 € par jour, ce qui fait un montant de 120 € par mois. Et pour un enfant ou une personne supplémentaire vivant au foyer, nous l'avons passé à 1,50 € et avant, c'était 1 €. On a aussi mis en place des instances de gouvernance. Une commission permanente qui se réunit une fois la semaine, qui est composée de 7 membres, présidée par la vice-présidente. Elle statue sur les demandes alimentaires, les aides financières jusqu'à 200 €, avec une mise en place ou un renouvellement des contrats d'engagement. Et il y a 2 nouvelles commissions, consultatives celle-là. C'est une commission d'entrée en logement et en résidence autonomie. Elle est aussi, il y a 7 membres, présidée par la vice-présidente. Alors, cette commission, elle étudie et émet un avis sur les demandes de logements sociaux, choix des candidats présentés en Caleol, les demandes d'entrée en résidence autonomie, les demandes d'entrée en logement d'urgence ou temporaire. Et il va y avoir aussi une commission projet qui est présidée, pareil, par la vice-présidente. Elle comprend 7 membres. Elle étudie et émet un avis sur les projets du CCAS, tels que la semaine bleue, la semaine de solidarité, les sorties, les voyages, les colis des aînés, etc. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sybille, de la présentation. C'est important qu'on puisse traduire le travail collectif qui a été fourni et puis que le CCAS puisse, à compter du 1er mars, le règlement intérieur des aides prendra effet à compter du 1er mars. Voilà, c'est ça, pardon. Mais je vous en prie. Et je pense que ce qui est important, c'est que face à la crise, nous puissions être au rendez-vous. Il n'aura échappé à personne que nous avons un certain nombre de situations sociales qui se sont dégradées. Nous avons sur le territoire Montivillon des difficultés sociales qui émergent. Et nous avons aussi, cela a été dit, la question des violences familiales et des violences intrafamiliales qu'il s'agissait aussi. Il y avait déjà énormément de travail en cours, mais on est en train d'essayer d'avancer sur ces questions puisque nous avons fait des rencontres dernièrement avec de nouveaux partenaires et bien sûr, nous vous tiendrons au courant. Alors, Madame Langlois, je vous en prie. Mais je me rends compte quand même que tout ce qui vient d'être annoncé en tant que commission, on l'a toujours fait.
Il y avait peut-être pas, il y avait des réunions de travail, mais il y a toujours eu, mettons pour les projets, pour le CCAS concernant les voyages et tout ça, ça a toujours été fait, c'est pas une nouveauté. Concernant l'entrée en résidence, ça a toujours été fait. On a toujours fait des réunions pour l'entrée en résidence avec des personnes. Donc je ne vois pas tellement. Oui, ce que je me rends compte quand même, c'est que c'est vraiment un projet de gauche. On retourne quand même vers un nom qui ne va pas vous plaire, mais un peu d'assistanat. Vous permettez que je termine? Je n'aime pas qu'on me coupe la parole. C'est pas grave. Je reprends ce terme, je sais que ça ne va pas plaire, mais on repart dans l'assistanat comme au temps de M. Banville et au temps de Monsieur Petit. Bon, écoutez, Voilà. je vous propose, il s'agissait d'une information, je évidemment permets les expressions. Je pense que l'idée, quand même, c'est pas de tomber dans les caricatures. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui a été le souhait des groupes de travail, et ce n'a pas été le sens des discussions au sein du conseil d'administration. Je pense que l'un des intérêts de ce nouveau règlement intérieur des aides facultatives, je rappelle qu'il a été adopté à l'unanimité, donc aussi partagé aussi avec les membres de votre équipe. Les membres, pardon. Comment ? Oui, enfin, je veux dire, c'était pluriel. Ce que je veux dire, madame, c'est que si nous pouvions éviter les caricatures, ce qui est important, c'est à la fois la revalorisation d'un certain nombre de plafonds, et ce qui est important, c'est le mot accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la question du reste à vivre qui a été évoquée, et pour le coup, on n'a pas changé, évidemment, les critères. Nous avons ôté un certain nombre de primes et autres, mais surtout ce qui est important et ce qui est apparu, c'est l'accompagnement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse accompagner, et je ne dis pas que rien n'était fait, madame, vous le savez bien, je ne dis pas que rien n'était fait, c'est-à-dire que nous avons mis l'accent sur l'accompagnement social des familles, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les laisser dans la détresse, qu'on puisse faire des points mensuels, réguliers, de manière à pouvoir accompagner, évidemment, vers l'autonomie et puis vers un mieux-être. Et c'est pour ça, évitons ces propos parfois un peu caricaturaux, mais peut-être est-ce là aussi un conseil municipal, mais je pense que ce n'est pas du tout la philosophie du conseil d'administration. Et je dis que vraiment les membres du conseil d'administration sont bénévoles, donnent de leur temps. Vous avez coprésidé le CCS. Vous savez que nous avons là des élus, nous avons là aussi des femmes et des hommes, membres d'associations, présidents d'associations. Et je trouve que voilà, ce serait injuste de tomber dans la caricature. Vraiment, je crois. Mais bon, écoutez, je vous propose, c'était une information. Je propose que le débat, de toute façon, a été... je pense que du débat, il y en a. D'ailleurs, on a proposé de continuer. Et les groupes de travail, j'en termine là-dessus. Commission permanente, vous avez raison. Moi, j'ai souhaité qu'il y ait aussi un groupe de travail, un groupe de réflexion, notamment pour qu'on aille un peu plus loin sur la question de l'insertion des jeunes et qu'on aille aussi sur la question du handicap. Parce que nous avons un travail conséquent à faire sur l'inclusion et sur le handicap dans notre ville. Et ça, je souhaite qu'il y ait ce travail. Il aura lieu ici au conseil municipal. On aura sans doute des délibérations à porter, mais je veux vraiment qu'il y ait un groupe de réflexion au sein du conseil d'administration. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce nouveau groupe de travail. Je crois que votre collègue y participe. Voilà, mes chers collègues, je vous propose d'en... Ah, oui, madame. Alors, attendez, allez-y, madame Chouquet. Merci. En fait, concernant votre position sur le tramway, nous prenons acte de votre déclaration et constatons votre changement d'opinion par rapport à ce tramway. À savoir qu'en 2019, le même trajet avait été pratiquement proposé. Et nous aimerions savoir quelle importance vous donnez au sondage qui a été émis par votre élu municipal et communautaire communiste par rapport à ça. Madame, simplement vous dites qu'en 2019, il y avait le même trajet. Alors madame, je crois que vous méprenez parce que le trajet qui était proposé, madame, c'était, on partait de la gare du Havre, on se promenait, on serpentait, si je puis dire, dans les quartiers sud. Ensuite, on raccrochait à Harfleur, on allait à Montivier. Ce que nous proposons, madame, je pense que vous n'avez peut-être pas entendu, c'est que nous proposons un trajet direct depuis Montivier, Harfleur, le Stade Océane, Graville, Université. Ensuite, Cours la République, gare. Ensuite, les quartiers sud. C'est-à-dire que nous avons décidé de travailler finalement sur deux branches, ce qui n'était absolument pas le scénario à aucun moment, lorsqu'en 2019, ce scénario, et je crois que certains, je suis d'accord, certains l'ont présenté, n'ont pas été entendus, et je crois qu'il va vouloir prendre la parole. Il n'a pas été entendu, madame. C'est dommage.
Il n'a pas été entendu par le maire de l'époque, et je crois qu'il va vouloir prendre la parole. Et c'est un scénario que nous défendons et qui nous permettrait d'être à 22 minutes, ce qui n'a jamais été possible, puisqu'on nous a il était interdit d'y penser. Je sais que M. Gilles va prendre la parole, et je crois qu'il avait à peu près dessiné le scénario que nous défendons ardemment auprès du président de la communauté urbaine. Mais je vous laisse la parole, M. Gilles. Merci, monsieur le maire. Oui, merci, monsieur le maire. Je vais faire court. Effectivement, Mme Chouquet fait allusion aux propositions qu'on a faites l'année dernière, en septembre 2019, que ce soit au Conseil communautaire... Est-ce que vous pourriez mettre votre masque, M. Gilles, s'il vous plaît? Oui. Que ce soit au Conseil communautaire du 12 septembre, ou la commission du Conseil communautaire ou au Conseil municipal du 23 septembre, effectivement, on a fait des propositions. Le maire et le président de la CU n'a pas pris en compte cette option. Les choses vont être étudiées. Le 18 février, nous aurons une décision de principe à prendre. Et parmi les solutions, la solution qui a été proposée en septembre 2019 sera étudiée par les services, par les bureaux d'études, et on verra bien. Et moi, ce que je souhaite, c'est que la meilleure solution, peu importe de qui elle vienne, soit retenue pour l'intérêt des gens, pour l'intérêt des utilisateurs, et donc serve à tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Je n'en dirai pas plus ce soir, mais je pense que c'est chacun en amenant des options, en proposant les meilleures idées, qu'on arrivera à construire quelque chose pour les 30 ans, 40 ans, 50 ans à venir, parce que c'est important de faire évoluer le mode de transport dans notre territoire. Voilà. Merci, effectivement, vous avez raison, c'est un sujet qui nous entraîne sur les décennies à venir, et la question des mobilités, elle est essentielle sur un territoire. Et effectivement, dommage peut-être qu'à l'époque, vous n'ayez pas emporté la conviction de mon prédécesseur, parce que nous avons peut-être perdu 2 ans, mais nous n'aurons pas perdu 2 ans si le scénario que nous proposons, et je pense que nous allons pouvoir nous retrouver pour le coup avec vous, Monsieur Gilles, pour défendre ce projet à 22 minutes, donc je vous dis, scénario qui n'a pas été proposé, c'est dommage, parce que c'est un nouveau scénario, et on espère que c'est celui qui sera proposé à la délibération du Conseil communautaire. Monsieur Leclerc. Allez-y. Oui, monsieur le maire, vous venez de faire distribuer un tract d'information sur le tram au Montivillon. Nous sommes très surpris de voir que maintenant vous tenez les mêmes propos que votre prédécesseur Daniel Fidelin sur ce sujet. Je ne crois pas. Vous n'avez pas terminé? Ah, pas trop. Je crois que vous aviez terminé. Non, mais je vous en prie, je vous laisse. Je pense que M. Fidelin voulait le tram. Cela a pourtant été un argument pendant votre campagne de défendre le TER plutôt que le tram. Mais ce projet est loin de faire l'unanimité dans votre équipe municipale, ce que je rejoins mes collègues. Monsieur le Cacheur vient de faire un sondage et de rendre publics les résultats qui sont apparemment défavorables au tram. Face à vos amis écologistes, vous ne pouvez pas être contre le tram, et face aux communistes, pour. Quelle est votre position? Vous dites que le tram, c'est plus souvent, plus tôt, plus tard. C'est déjà ce que disait la précédente mandature. Rien de nouveau. Les anciens élus de mon équipe en 2019 avaient dit la même chose avec une durée de tracé acceptable, car la polémique vient de ces fameuses 30 minutes, comme vous venez de le souligner, au lieu des 17 avec le TER. Nous voyons que les techniciens de la CU rencontrés à l'époque ont tenu compte d'une éventuelle ligne directe pour les usagers aux heures de pointe. Cela devait être possible malgré la ligne Paris-Le Havre. Demain, à l'échelle de l'agglo, pour Montivilliers, deuxième ville de la CU, les modes de transport sont essentiels pour les habitants et ceux de la périphérie comme Épouville, Rolleville et les communes voisines. La réalisation d'une ligne de tram doit permettre d'améliorer la mobilité des habitants en transport en commun. C'est un mode de transport efficace et moderne. Le tram permet d'offrir des transports de qualité à ceux qui n'ont pas de voiture, la jeunesse, les personnes âgées handicapées, ainsi qu'aux habitants de la périphérie qui ont le droit de bénéficier des infrastructures du Havre. C'est également un mode de transport doux et écologique et moins polluant que le diesel. Une meilleure circulation avec moins de bouchons. Il sort également de l'isolement les quartiers périphériques qui sont marginalisés par rapport au centre-ville. Autre point important, l'amélioration de la desserte de transport et surtout la création d'aires de covoiturage. Il faut permettre un rabattement automobile et encourager la création de parcs relais à proximité des grands axes routiers afin de désengorger le parking de la gare de Montivilliers. Et sur ce point,
Nous en avons discuté. Il y a eu le temps des promesses, celui des déconvenus. Serait-il de retour? Comment tu fais pour demander Merci. la parole? Merci. Madame Vandal, Madame Vandal, allez-y. Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur Leclerc, je pense qu'on n'a pas lu le même prospectus. En tout cas, il ne s'agissait pas d'un tract, mais bien d'une information municipale sur l'état d'avancement de nos travaux. Monsieur Gilles, permettez-moi de vous dire qu'entre avoir une idée et la porter, la défendre et la faire entendre, il y a quand même une marge. Nous prenons très à cœur notre mandat de conseiller communautaire. Et donc, nous envisageons le meilleur pour la ville de Montivilliers. C'est ce que l'on nous demande. Il ne s'agit pas simplement de faire germer dans son esprit une idée, mais il s'agit de la développer, de la proposer et de la faire examiner et d'aller jusqu'à la mettre en œuvre dans l'intérêt des Montivillons. Donc je peux vous confirmer, Monsieur Gilles, que l'idée, jusqu'au mois de décembre, lors de nos rencontres à l'ACU, elle n'était pas prise en compte. Donc peut-être que vous ne l'aviez pas suffisamment portée ou qu'elle n'avait pas suffisamment été exprimée. En tout cas, elle n'apparaissait dans aucune des hypothèses proposées à ce moment-là par la communauté urbaine, que nous n'avons pas... Notre travail de conseiller communautaire, ça a été d'examiner les besoins de la ville de Montivilliers. À ce titre, donc, nous nous sommes appuyés sur nos connaissances de la ville, nos connaissances de la population, de ses attentes en termes de déplacement, nos convictions personnelles. Effectivement, nous avons des convictions écologiques et on ne s'en est jamais caché. Et donc, prenant en compte toutes ces convictions et tous ces besoins, nous avons été persuadés et actifs. Nous avons souhaité déposer un projet, le soutenir. Ce projet, il est bon pour les habitants. Nous sommes convaincus que non seulement les usagers actuels de la LER y trouveront leur compte parce que nous avons travaillé pour en réduire le temps de trajet, ce qui était un des nœuds du problème et qui empêchait l'acceptation par les usagers de la LER du tramway. Donc nous avons à la fois travaillé sur la rapidité, sur le tracé, parce que nous étions convaincus, Montivilliers n'est pas un quartier du Havre, Montivilliers est une ville. Son mode de déplacement doit lui être propre, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes usages du tramway lorsqu'on est extra-urbain que lorsqu'on est intra-urbain. Nous avons défendu l'idée qu'il fallait dissocier la desserte des quartiers sud du Havre, qui avait une fonctionnalité intra-urbaine, de la desserte de Harfleur et Montivilliers, qui avait pour but de générer du déplacement interurbain. C'est pas du tout intra-urbain, c'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est en s'appuyant sur nos convictions, les besoins des Montivillons que nous avons recensés en termes de cadence, en termes de fréquence, les besoins des Havrais. Le projet, il n'est pas seulement bon pour les Montivillons, et c'est en cela qu'on a pu le défendre et être entendu éventuellement, nous verrons bien. C'est que nous avons aussi développé les arguments favorables aux Havrais grâce à ce nouveau tracé du tram et à l'insertion au niveau du cours de la République. Nous desservons les Havrais, nous autorisons un accès facilité à l'hôpital Jacques Monod, car ils n'auront plus besoin, ceux qui prennent la ligne A et la ligne B depuis les quartiers nord, de traverser tous les quartiers sud avant de pouvoir rejoindre Jacques Monod, parce qu'ils n'auront à aller que jusqu'au cours de la République pour récupérer le tramway. Nous avons développé les arguments qui pouvaient être entendus auprès de la CU, ce que, quand vous avez peut-être eu l'idée du même tracé, vous n'avez pas su faire, puisque vous n'avez pas été entendu, me semble-t-il. Donc, c'est bien d'avoir des convictions dans sa tête, mais travailler à les mettre en œuvre, comme nous l'avons fait avec les élus communautaires, par les divers courriers que nous avons adressés au président de la SCU, dans un premier temps pour reporter la délibération, dans un second temps pour lui demander l'ajout de cette proposition dans l'examen des hypothèses, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent, c'est un petit peu différent de ce que vous avez vous-même produit jusqu'à présent. Voilà. Par ailleurs, effectivement, en tant qu'élu communautaire, je ne peux aussi que me féliciter avec l'ensemble de mes collègues des échanges constructifs que nous avons eus avec les services techniques de l'ACU, car nous avons effectivement beaucoup travaillé pour réussir à convaincre. Et ce n'est pas un revirement de situation, ce n'est pas un changement de position. Nous avons toujours défendu l'intérêt des Montivillons
et de mettre à leur disposition le mode de transport le plus adapté. C'est une conviction réelle que nous avons, que pour l'avenir de nos enfants qui seront étudiants, ce tramway, ce tracé permettra le développement de la ville de Montivilliers, permettra un report des usagers actuels de la voiture, pas seulement de la LER, vers un mode de transport doux. Donc ce projet, si on le défend avec autant de conviction, c'est parce qu'il correspond à ce que nous espérons pour la ville de Montivilliers en termes de déplacement, en termes de développement durable. Donc voilà, je ne comprends pas que vous y voyez un revirement de situation. Ce projet n'a rien à voir avec le fatalisme de 2019 où c'était un apprendre ou à laisser imposé par la CU de un tramway qui n'était pas adapté au Montivillon. La copie est totalement révisée et nous y adhérons actuellement maintenant et l'ensemble des conseillers communautaires de la majorité y adhèrent, ainsi que les conseillers municipaux, simplement parce que c'est un bon projet pour Montivilliers et ça, nous en sommes convaincus. D'ailleurs, Monsieur Leclerc, je crois vous avoir entendu vanter les mérites de notre projet. Merci. Merci Madame Vandal. Monsieur Lecacheur. Oui, je voulais dire un mot sur ce sujet. On vient de vivre un moment difficile quand même avec la communauté urbaine. Communauté urbaine qui a accouché dans la douleur, y compris ici même au conseil municipal de Montivilliers, puisque l'adhésion à la communauté urbaine, c'était moite-moite, à 2 voix près, à l'époque. Comment, en effet, aujourd'hui, quand on est Montivillon, ne pas ressentir l'effarement de la population, alors que dans le projet version 2019, c'est-à-dire version Serpentin des quartiers sud, a suscité une forte mobilisation et un fort rejet à l'automne 2019, une manifestation devant la mairie de Montivilliers, plus de 300 personnes, c'est pas si courant. Et surtout, une élection municipale dont le résultat a été pour le moins tranché. Je n'ai pas bien compris ce qu'on dit à tour de rôle sur ce sujet, les collègues de l'opposition. Je n'ai pas bien compris avec quoi ils étaient d'accord. Moi, j'ai lu les documents de campagne, comme tout le monde, comme tous les Montivillons, et j'y ai lu que, unanimement, vous étiez plutôt favorable au projet interminable, avec les 20 stations, le passage par les quartiers sud. Moi, je lis les programmes, Monsieur Gilles. Après, ce que dit chacun dans les couloirs avec plus ou moins de courage, bon, ça regarde chacun dans son couloir. Mais en tout cas, les programmes étaient clairs et le projet 2019 était caduc de par l'élection municipale. Or, quelle ne fut pas la surprise et aussi la colère des Montivillons de voir que, en novembre, on nous présente un projet similaire à une demi-virgule près. Donc là, il y a effectivement eu tout de suite une mobilisation des élus communautaires de la ville de Montivilliers, une mobilisation des élus de la majorité. Ma collègue Virginie Vandal vient d'en parler. D'autant qu'on s'était exprimé à la communauté urbaine au mois de septembre sur cette question des transports et qu'on ne s'attendait pas effectivement à ce que l'ACU nous représente un projet à l'identique. Il y a eu aussi une mobilisation, là encore, des gens massive, ne vous en déplaise, Madame Chouquet, mais 1400 personnes qui répondent à un questionnaire du Parti communiste, ça n'est pas si anodin, de même que les plus de 2000 signatures à l'époque, ça n'était pas non plus si anodin. Le maire précédent m'avait dit oui, mais vos partisans ont répondu. Bon, s'il y avait 2000 adhérents au Parti communiste à Montivilliers, ça se saurait. On est un tout petit peu moins. Mais en tout cas, ça montre que ça débordait très très largement les rangs du Parti communiste. D'ailleurs, ça débordait très très largement les rangs de la gauche, puisque quand on connaît un peu la ville et qu'on voit le nom des gens qui ont répondu, qui ont gentiment mis leurs coordonnées, on s'aperçoit que
le projet de 2019 était rejeté par une très large majorité des Montivillons, quelle que soit leur couleur politique. Et là, on s'aperçoit, il a fallu encore une fois une mobilisation populaire, alors qu'il s'est trouvé avec une carte T. C'est l'originalité du Covid. On ne pouvait pas organiser de manif devant le conseil communautaire, on ne pouvait pas organiser de manif nulle part d'ailleurs, ni de réunion publique. Et là, tout semble bouger en 15 jours sur un projet qui a été détaillé par monsieur le maire, qui est au fond le projet du bon sens, c'est-à-dire un trajet direct de Montivilliers, du centre-ville de Montivilliers au centre-ville du Havre, qui est beaucoup plus rapide que le projet initial, la rapidité étant le critère majeur. Et ça c'est évidemment un critère pour les Montivillons, mais c'est un critère national. Quand on lit les études sur les transports en commun, la première raison pour laquelle les gens prennent les transports en commun, c'est d'abord la rapidité. Et donc, il fallait y répondre. Et je crois que la mobilisation des élus communautaires de la ville pour répondre à cette question de la rapidité, elle a été importante. Je remercie l'ensemble de mes collègues d'avoir mené ce travail. Les Montivillons, aujourd'hui, il faut être clair sur ce projet. Et moi, je le dis ce soir, les Montivillons, aujourd'hui, ils restent à convaincre parce qu'ils ont une méfiance, bien évidemment. Une méfiance parce que pendant 2 ans, très clairement, ils ont eu le sentiment de ne pas être écoutés. Aujourd'hui, la différence par rapport à avant mars 2020, c'est qu'ils ont un sentiment de méfiance vis-à-vis de la communauté urbaine, mais ils savent aujourd'hui qu'ils sont défendus par les élus municipaux, qu'ils sont défendus par leur maire, et c'est une petite nouveauté par rapport à avant mars 2020. L'autre nouveauté, c'est que désormais, l'agglomération devra prendre en compte que Montivilliers sait se faire entendre, s'est fait entendre sur ce sujet, mais se fera aussi entendre sur les autres sujets à l'avenir. Et j'ai une confiance totale dans les Montivillons pour participer activement aux instances de concertation qui ne manqueront pas d'être mises en place au fur et à mesure de ce projet, car avec mes collègues, nous continuerons de toute façon de défendre l'intervention citoyenne pour que ce projet réponde d'abord et avant tout aux besoins des Montivillons et des habitants de la communauté urbaine, mais aussi des Montivillons. Merci, Monsieur Cacher. Monsieur Goumand a demandé la parole. Merci, monsieur le maire. Je suis un modeste usager du train. C'est d'ailleurs là que j'ai connu monsieur le maire. Je prends le train tous les jours, 17 minutes pour aller au Havre, c'est vraiment super, pas de stress lié à la voiture, on peut lire, on peut réviser, etc. etc. Lorsque j'ai pris connaissance du projet en 2019, j'ai été à une des 2 fameuses réunions à Montivilliers, lorsque j'ai appris que le temps de trajet allait être doublé par 2, diantre, je me suis dit que ça n'allait pas être la même mayonnaise. Donc on s'est battu pour réduire ce temps de trajet. Et franchement, si le tramway est un peu plus long, sera un peu plus long que le train actuel, avec le cadencement, à mon humble avis, on va y gagner. Donc moi, je soutiens, en tant qu'usager, c'est la meilleure des solutions qu'on puisse trouver. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça vient du cœur, mais je prends les transports en commun tous les jours. Et le projet qui nous a été vendu il y a 2 ans, avec un temps de trajet multiplié par 2, 35 minutes à peu près, d'après les chiffres qui nous avaient été donnés, c'était vraiment inacceptable. Merci, Monsieur Goumand. Monsieur Gilles, vous redemandez la parole, puis après on va avancer. Merci. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues, nous nous réjouissons de vous voir travailler sur le sujet. Mais il n'y a pas que vous qui avez travaillé sur le tracé. La CU avait proposé donc une solution. Elle a été discutée, elle a été contestée.
Et aujourd'hui, c'est la proposition la meilleure pour le Montillon doit être arrêtée. La proposition que j'avais faite en septembre 2019 n'est pas une discussion de couloir, mais figure bien dans les comptes rendus et le procès-verbal du conseil municipal du 23 septembre. Alors tant mieux si nous arrivons à un consensus pour répondre aux besoins et répondre aux attentes des utilisateurs du territoire. Merci. Alors peut-être pour conclure, effectivement, M. Gilles l'a dit, effectivement, avait exprimé une voix qui n'avait pas été entendue en son temps. Aujourd'hui, c'est un nouveau maire, une nouvelle équipe qui porte un projet nouveau. Et Mme Vandal l'a parfaitement résumé, c'est-à-dire que, évidemment, nous serons suspendus à la décision et la délibération qui arrivera et au débat du 18 février. Il est important, c'est un enjeu essentiel le 18 février, c'est la question des mobilités au sein d'un nouveau territoire dont il a été rappelé qu'il a été fondé le 1er janvier 2019. Il a émergé dans la douleur, 54 communes qui ont succédé aux 17 communes de la CODA. Nous avons intégré les cantons de Cricto et de Saint-Romain. N'oublions pas ces territoires. C'est aussi l'enjeu du débat du 18 février. L'enjeu, c'est important que la ville de Montivier, deuxième ville de l'agglomération havraise, de cette CU, puisque nous sommes toujours la deuxième ville de la CU, je l'avais indiqué pendant la campagne municipale, je crois que la ville de Montivier, je suis certain qu'elle doit peser, et elle va peser, au sein de cette communauté urbaine. En tout cas, en tant que maire, j'ai toujours affirmé qu'il fallait peser. Moi, je regrette une chose, c'est qu'en 2019, finalement, souvenez-vous des coupures de presse. Qu'avons-nous vu? Un seul tracé qui passait par les quartiers sud, une trentaine de minutes, présenté par le maire du Havre. Je pense qu'on ne va pas reparler indéfiniment de ce qui s'est passé en 2019, mais ce qui est dommage, c'est que le maire, qui était aussi à l'époque vice-président en charge des transports, était largement absent du débat. C'est dommage, et effectivement, qu'un élu de votre qualité, M. Gilles, n'ait pas été entendu par le maire de l'époque, parce que nous aurions gagné ce temps. Et votre voix, malheureusement, n'a pas été entendue. Elle s'est perdue dans les limbes des dissensions, peut-être, de votre équipe, et c'est fort dommageable. Mes chers collègues, et j'ai entendu M. Leclerc. Alors oui, moi, je ne voudrais pas ce soir parler de telle ou telle chapelle politique, parce que je crois que ce qui nous intéresse quand même, et je crois que de ma place de maire, j'essaie de me dire, voilà, parlons de l'avenir, ne loupons pas ce débat, nous portons un projet fort, à 22 minutes, ce serait un rebondissement, ce serait nouveau. Je le maintiens et je le redis, en 2019, je me suis battu contre le projet du tramway à une trentaine de minutes. Oui, je l'affirme, et vous verrez prochainement dans les communications que je n'ai pas de souci là-dessus de dire que la copie n'était pas bonne. Il faut revoir la copie, c'est comme cela que je l'ai indiqué sur le débat de France 3, il fallait revoir la copie. La copie, nous l'avons réécrite. Nous l'avons soumise au président de la CU et nous verrons ce qui sera décidé. Ensuite, nous avons été élus sur un programme. Je vous invite à lire notamment la page 19 de notre programme, dans lequel nous indiquons, nous inciterons un large débat pour que soient recherchées collectivement des solutions alternatives pour une meilleure desserte en transport en commun dans l'ensemble du territoire de la CU et LER. Tramway. Le mot tramway figure. Et je pense que les électeurs et les électrices, ils savent. Donc, il est inutile d'aller marquer des choses parfois... je sais qu'il y en a qui s'ennuient et qui mettent plein de choses sur les réseaux, mais je crois qu'il faut ne pas oublier ce qui était la réalité, c'est-à-dire qu'un vrai débat, un projet qui n'était pas bon, la copie n'était pas bonne, elle n'était pas bonne, et je l'ai toujours dit, elle était bonne pour le Havre, elle était bonne pour les Havrais, mais elle n'était pas bonne pour les Montivillons. Et donc là, nous avons réécrit cette copie, et vraiment, c'est un travail, c'est pas facile de l'exprimer, je me suis pas beaucoup exprimé là-dessus, j'ai répondu à Paris-Normandie, au courrier Cauchois, et j'aurai l'occasion nous avons commencé à rédiger une communication officielle, et nous espérons, le 18 février, que la version que nous proposons à 22 minutes soit celle retenue, elle serait bonne pour le territoire, et je crois, finalement, par-delà les petites bagarres politiciennes qui peut-être sont nécessaires, mais je crois que finalement, j'ai l'impression que ça fait l'unanimité. En tout cas, l'idée d'un bon scénario, d'un bon projet, j'ai l'impression, à nous entendre, que ça fait l'unanimité. Et à la limite, c'est tant mieux. Et tant pis pour les rancœurs, et parce que des choses mal digérées, parce qu'une défaite ici n'est pas toujours agréable. Et puis, oublions les étiquettes, parce que véritablement, sur le projet des mobilités, je veux dire qu'on soit de gauche ou de droite, ce qui est important, c'est quand on prend son train, quand on prend son tramway demain, combien de temps je mets pour aller bosser? Si je mets 22 minutes de Montivier au Havre, je pense que je serais satisfait. J'étais avec Thierry Gouman, nous étions, j'en suis désolé, depuis que je suis maire, je ne prends plus le transport en commun parce que je reste un peu trop à Montivier, mais je suis à Montivier tous les jours, donc Thierry, je ne suis plus avec toi dans le TER.
Mais pourquoi nous aimons ce train? C'est parce qu'il est rapide. Et quand je discute avec les usagers, parce que j'ai passé mon week-end à discuter avec les usagers, la LER, qui me disent « Mais monsieur le maire, si vraiment c'est un tram, si c'est vraiment c'est un tram à 22, plusieurs m'ont dit « J'achète, je prends. Ça serait extraordinaire. » Eh bien, l'extraordinaire, j'espère qu'il se produira le 18 février. Et enfin, j'en terminerai par 3 messages que j'ai reçus. Je vais vous les lire. J'ai reçu 3 messages, pas n'importe qui, puisque ce sont 3 messages de vos colistiers. 2 femmes et un homme. Monsieur le maire, alors je vais vous passer les détails, c'était un texto et 2 mails. Monsieur le maire, j'ai lu le document distribué par la ville de Montivier et je dois vous dire que je défends sincèrement votre position. 22 minutes, Montivier-Le Havre, je dis oui. J'espère qu'Édouard vous écoutera. C'est peut-être quelqu'un qui a... voilà, des connivences. Monsieur Dubo, bravo pour votre combat. Si seulement Daniel avait présenté ce projet en son temps. 3 petits points. Monsieur le maire, ça c'est une 3e colistière. Monsieur le maire, j'étais colistière sur l'autre équipe. Je suis avant tout Montivillonne et j'étais déjà convaincu par le tramway. Mais alors là, 22 minutes, chapeau. Après, elle me dit des mots très sympathiques, et éventuellement de m'offrir le restaurant. Donc je n'en dis pas plus. Mais dès lors que les restaurants seront ouverts, j'espère pouvoir offrir le restaurant à cette colistière de chez vous. Je m'y engagerai, en tout cas, c'est ce que je lui ai répondu. Voilà, c'était pour vous dire que ce débat, finalement, il est passionnant. Et comment peut-on ne pas être passionné pour un sujet à quelques millions d'euros, rappelons-le, sur un sujet qui va construire l'avenir de cette ville, et c'est normal qu'il y ait du débat. Et moi, je suis plutôt rassuré de la qualité des débats. Finalement, ce soir, on a pu remettre les choses d'équerre, remettre les pendules à l'heure, si je puis dire. Et puis, je crois qu'il faut que, c'était mon vœu de départ, c'est que nous soyons tournés vers l'avenir, résolument tournés vers l'avenir. J'ai entendu des propositions intéressantes dans vos 2 groupes, et je pense qu'on s'y retrouvera dans la proposition portée par les élus de la ville de Montivier. Rendez-vous donc le 18 février pour pouvoir en débattre. Sans doute le débat sera-t-il nourri, et j'espère que nos arguments pèseront dans le débat auprès des 130 conseillers communautaires. Voilà, mes chers collègues, on a terminé des informations municipales. C'est normal, je voulais que nous ouvrions le débat ce soir, ça me paraît essentiel. Dans l'ordre du jour, vous avez des informations. La première, c'est une délégation de compétences accordée au maire par le conseil municipal en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce que cela appelle des remarques? Non. Une autre information, chers collègues, vous avez une communication du budget primitif 2021 de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole aux membres du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques? C'est des informations, je n'en vois pas. Nous passons aux délibérations aux ressources humaines et nous vous proposons, chers collègues, la création ce soir d'un poste de policier municipal. Et donc, je vous fais la proposition suivante. La création de ce poste est justifiée par la nécessité de renforcer les effectifs du service police municipale pour répondre à des missions de sécurisation sur l'ensemble du territoire de la commune. Depuis quelques mois, l'action de la police municipale s'est trouvée étendue en ajustant notamment de façon transitoire les plannings de travail des agents pour répondre à des besoins d'intervention en soirée et le samedi. À cet effet, un projet de service est actuellement en cours d'écriture par le responsable de notre police municipale. Ce projet de service aura pour objectif de poser une organisation à la fois opérationnelle et fonctionnelle au sein du service, avec un ajustement des horaires de travail pour couvrir les amplitudes plus larges et adaptées aux besoins. Je vous propose, chers collègues, de créer un 6e poste de policier municipal parce que, comme je l'ai indiqué, nous avons besoin d'étoffer la présence policière, de pouvoir retravailler sur un planning. Je vous propose ce soir de modifier le tableau des effectifs, le tableau des emplois, et de créer un poste de policier municipal à temps complet relevant du cadre d'emploi des gardiens de police municipale. Je vous indique aussi que nous avons passé cette délibération, nous l'avons examinée en comité technique le 29 janvier 2021, que ce fut un vote à l'unanimité à la fois des élus et des représentants du personnel de la ville de Montivier. Est-ce que sur la création d'un 6e poste de policier municipal, il y a des remarques? Oui, monsieur Leclerc. L'augmentation de la population montivillonne, nos échanges et notre proximité avec Le Havre sont des atouts. Cependant, la police nationale est de plus en plus sollicitée dans de nombreuses missions difficiles à mener de front et sur une grande zone. Nous devons nous rendre à l'évidence que la police municipale est
et sera amené à évoluer. Il est envisageable que la police municipale remplace la police nationale à certains moments, de par sa proximité et rapidité d'intervention. Grâce à la précédente mandature, nous avons une brigade canine et un nouveau commissariat municipal permettant une plus grande rapidité d'intervention. L'armement devra faire l'objet d'une prochaine consultation et complété bien évidemment avec la formation qu'il convient d'appliquer pour une utilisation sûre et fiable. Aussi, nous voyons le réseau de vidéosurveillance s'agrandir et c'est une bonne chose. Depuis le mois de juillet 2020, nous vous avions proposé notre participation à la sécurité. Nous sommes obligés de constater que vous préférez avancer sans nous. Le programme que nous avions ne vous intéresse pas, c'est bien dommage. Cette sécurité qui n'était pas dans votre projet de mandat avance par petites touches avec des coûts fixes non budgétisés et qui impactent les finances de notre ville. Je prends l'exemple de ce 6e policier. Nous voterons positivement pour cette embauche, mais nous avons budgétisé le 5e lors du dernier conseil municipal et non le 6e. Bien évidemment, sous couvert de la Covid, notre ville économise plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les activités et spectacles qui sont impossibles à réaliser ou sont minimisés avec ce que nous avons pu connaître. Nous sommes inquiets de notre capacité de finance lorsque tout rentrera en ordre et que nous retrouverons une vie normale avec nos marchés de Noël, nos événements sportifs, nos concerts, et j'en passe. Aurons-nous encore les moyens de vos embauches sans grignoter sur le reste? Merci. Bien, merci. Alors, que je comprenne bien, vous nous dites ce soir qu'il ne faudrait il faut embaucher, mais d'un autre côté, ça va coûter de l'argent. Oui, c'est vrai, un 6e poste de policier municipal, c'est donc une ressource que nous devons trouver, mais c'est un choix affirmé ce soir, et je le défends en tant que maire de Montivilliers, de pouvoir renforcer les effectifs de la police municipale. Oui, c'est un coût, évidemment, cela veut dire que nous allons travailler, et lorsque nous avons indiqué, lors de l'adoption du budget en décembre 2020, nous avons indiqué que nous n'augmenterions pas la masse salariale. Donc nous sommes en train de travailler, et nous l'avons indiqué avec l'organisation syndicale sur l'organisation, l'optimisation des ressources humaines. Mais c'est un fait, je l'assume parfaitement. La création d'un poste de 6e police municipale, c'est un coût, mais nous allons, soyez rassurés, le sérieux budgétaire, nous l'avons démontré. Nous aurons l'occasion d'en débattre, monsieur, au prochain conseil municipal, puisque nous aborderons le compte administratif et sans doute un budget supplémentaire. Donc la question des finances, je me tourne vers Eric Lefebvre, notre conseiller délégué en charge des finances, et je suis parfaitement rassuré sur nos marges budgétaires. Soyez rassurés, nous aurons l'occasion de vous le démontrer lors d'une commission des finances. Oui, nous assumons et j'assume parfaitement la création d'un 6e poste que nous n'avions pas budgété en décembre. Pourquoi j'ai pris cette décision? Je suis le maire de cette ville, je suis chargé de la sécurité de toutes et de tous. Je l'ai indiqué au comité technique, je reçois les rapports de la police régulièrement. Je constate un certain nombre d'infractions. Ces infractions, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui agissent. Et ça ne me fait absolument pas peur d'être sur le terrain de la sécurité, celui qui tape du poing sur la table, parce que je n'admets pas que nos concitoyens, que des Montivillonnes et des Montivillons se voient fracturer leur voiture, se voient visiter leur pavillon, se voient voire éventuellement se fassent voler en pleine ville. Il faut agir. Pour cela, j'aurais pu attendre encore un an. J'ai fait le choix. Et je vous demande ce soir, et vous n'êtes pas obligé de nous suivre, je vous propose ce soir de créer ce poste. C'est un choix budgétaire, mais je sais que c'est important. Vous avez dit une chose, monsieur Leclerc, je suis presque d'accord avec vous, mais pas intégralement, lorsque vous dites que la police municipale doit remplacer la police nationale. Non. La sécurité, c'est l'affaire de tous, et le rôle du maire, c'est d'être dans cette vigilance, cette protection. En revanche, le pouvoir de police, le pouvoir de sécurité, le pouvoir de police judiciaire, c'est du rôle de l'État. Et je suis de ceux, et je pense qu'on est nombreux à le constater ici, je regrette que la police nationale ne soit pas davantage présente sur le terrain. Je l'ai dit au directeur départemental de sécurité publique, je l'ai encore redit cet après-midi à monsieur le procureur de la République que j'ai reçu en lui indiquant, parce que nous aurons prochainement un conseil local de prévention de la délinquance, je le redis au commissaire, je le redis à madame la sous-préfète, je demande à chaque fois des renforts de policiers sur le territoire de Montivilliers. Je crois que nous avons été entendus dernièrement, parce qu'il y a eu quelques patrouilles en plus. La police nationale ne peut pas faire... elle fait son travail, et je ne veux pas que la police municipale soit sur le même registre. D'ailleurs, ils n'en ont pas la compétence. Par contre, un 6e poste de policier municipal va permettre de travailler, d'avoir plus de rondes, à la fois le soir et puis les samedis soirs. Ça commence et le travail paye. Alors oui, effectivement, je n'ai pas attendu le prochain vote du budget. Je préfère que nous allions vite, parce que je suis aussi conscient des difficultés. C'est un choix.
assumé. Visiblement, vous allez voter pour, et tant mieux. Et un mot sur la vidéoprotection pour vous dire que, là encore, je peux tout entendre, hein, mais enfin, je sais ce qui était budgété, je sais ce que nous avons budgété, et je sais, et vous savez, ce que nous avons prévu pour les 5 années. Vous vous souvenez que nous avons commencé à créer un PPI. Sur les 5 années, je vous propose de budgétiser de la vidéoprotection. Je vous informe, et nous en faisons une communication, que depuis vendredi soir, nous avons 20 caméras qui sont actives, donc sur 4 piliers, notamment à la Belle Étoile et notamment au rond-point Victor Hugo. Donc Victor Hugo, c'est intéressant puisqu'on va sur les communes de Fontenay et puis ça permet de travailler pour la police et la gendarmerie. Sur Belle Étoile, je dois dire que depuis l'installation de sa vidéoprotection, j'ai reçu des messages nombreux de Montivillon qui nous disaient « Eh bien, il était temps ». Eh bien oui, il était temps. Nous sommes, je crois que c'est utile, la vidéoprotection, elle est utile. Elle est utile, nous l'avons installée sur l'impasse de Gats qui sera le lieu du futur centre commercial, j'en disais un mot. Elle est installée face au nouveau complexe sportif Eric Louvel. Elle est installée face au gymnase Gand. Elle est installée face au tennis et au dojo, et donc elle permet d'avoir une vue. Donc aujourd'hui, nous avons des équipements qui vont permettre, je crois, de calmer un peu, en tout cas, d'empêcher ces individus, ces malfrats, d'être sur le territoire de la Belle Étoile à cet endroit. C'est un coût, c'est vrai que c'est un coût, mais c'est un coût parfaitement assumé. Je l'assume parfaitement. J'ai pu lire dans la presse que oui, j'étais un maire de gauche qui faisait dans la sécurité. Oui, je n'ai aucun tabou là-dessus. Par contre, nous l'avons dit tout à l'heure avec Madame Sibille, de l'autre côté, nous avons aussi une politique de prévention. Nous avons aussi une politique d'accompagnement. Nous avons aussi une politique où on travaille à la fois avec le CCS, avec les éducateurs de prévention, pour essayer d'accompagner là où nous avons des fragilités dans certaines familles, là où certains jeunes, des jeunes Montivillon font n'importe quoi et embêtent un peu tout le monde. J'ai rencontré le procureur de la République pour lui demander, parce que c'est ainsi, la loi est ainsi faite, pour lui demander de pouvoir faire des rappels à la loi. Donc je vais, en tant que maire, prochainement, pouvoir dresser des rappels à la loi. Je vais pouvoir créer un conseil des devoirs et des droits des familles. Et nous aurons l'occasion, avec Fabienne Malandin, de recevoir les grands absentéistes, les jeunes qui, peut-être, traînent la rue plutôt que d'être à l'école. Et nous allons lancer prochainement ce qu'on appelle la transaction municipale, c'est-à-dire que pour une infraction commise sur le territoire Montivillon, je souhaite qu'on puisse réparer. C'est-à-dire, vous commettez une dégradation, eh bien, nous allons, avec le procureur de la République et les services judiciaires, faire en sorte de pouvoir réparer, parce que quand on commet, on doit réparer. Et je pense que c'est la meilleure des solutions, c'est que d'avoir un maire qui utilise les pouvoirs de police du maire. Ça n'a pas été fait, donc ce sont des choses que je souhaite mettre en œuvre dans le cadre de la loi. Et donc c'est pour ça, et je vous en ferai communication prochainement. Voilà, c'est un sujet sur lequel je pourrais en parler pendant des heures, mais sachez que sur ce sujet, nous avons une délibération qui nous permet de créer un poste de 6e policier municipal. Je ne sais pas si ça appelle d'autres commentaires, Monsieur le Cacheur. Monsieur Cacheur, Madame Langlois, après. Oui, très rapidement, juste pour dire qu'il y a quelque chose qui m'a surpris dans les propos de Monsieur Leclerc. La police nationale, elle n'est pas débordée. La police nationale, elle a des effectifs qui sont, j'ose le dire, ridicules pour une agglomération comme la nôtre. Il faut être clair, aujourd'hui. On assiste une fois de plus, très clairement, à un désengagement de l'État sur une de ses missions pourtant régaliennes et essentielles, qu'est la sécurité. D'ailleurs, monsieur le maire, depuis son arrivée, ne cesse d'interpeller les services de la préfecture, les services de l'État, pour que notre agglomération, et donc Montivilliers, soit dotée d'effectifs supplémentaires. Pour ma part, je pense que la police nationale et la police municipale, ça n'est pas la même chose. C'est deux choses qui sont complémentaires, mais ça n'est pas les mêmes missions, ça n'est pas la même police, et ça n'est pas fait pour faire la même chose. Je pense que penser que la police municipale peut remplacer la police nationale, c'est une erreur profonde. Et d'abord parce que ça n'est pas aux impôts locaux des Montivillons, de financer la totalité de la sécurité publique. C'est d'abord une mission de l'État. On n'est pas dans une république fédérale, on est dans une république centrale en France. Et donc, par conséquent, moi je pense que nous assumons nos missions de sécurité, mais en même temps, nous continuons de réclamer que l'État assume les siennes. Parce que, encore une fois, c'est une mission régalienne, la sécurité. Si demain, on n'est pas aux États-Unis, on ne va pas avoir un shérif par ville. Non,
quelque chose qui dépend de l'État, la sécurité, avec les missions propres de la police municipale qui vient en appui, en complémentarité. Mais encore une fois, je pense que c'est une erreur profonde, je le répète, que de penser qu'on pourrait substituer la police municipale à la police nationale. Madame Langlois. Donc, concernant moi, je voudrais parler des nouvelles caméras qui vont être. C'est peut-être très bien, mais il y en a. Moi, j'ai été agressée, vous le savez, Monsieur le maire. Il y avait des caméras. Je ne sais même pas si on a regardé pour savoir qui était ce scooter. Je ne sais pas. Ni par la police municipale, ni par la police normale, quoi. Je n'ai eu aucune suite à cette déposition de plainte. Donc, certainement que oui, c'est bien de mettre des caméras, mais il faudrait peut-être qu'il y ait quand même des résultats, qu'on sache un peu s'il y a des résultats, qu'on puisse voir, c'est vraiment quand il y a des agressions. Là, moi, je suis un peu étonnée quand même de ne pas avoir de nouvelles. Bon, je me rends compte quand même que vous aviez un programme sécurité qui n'était pas tellement élevé. Mais là, je me rends compte que vraiment, là maintenant, vous faites des efforts. Disons que pour Montivilliers, c'est vrai que c'est une nécessité. Parce que moi, j'ai mis 8 jours pour déposer plainte. 8 jours. On m'a d'abord demandé d'aller au Havre. Au Havre, on m'a dit, le samedi, vous irez à Montivilliers le lundi. Le lundi, je suis arrivée, il y avait 2 personnes. On m'a dit, non, il n'y a pas assez de monde, on ne peut pas prendre votre plainte. Donc, je suis retournée, j'ai réussi à poser ma plainte le vendredi. C'est pour ça qu'il faudrait quand même que ce soit une nécessité, qu'on ait une police. La police municipale, c'est une police de proximité. C'est une police de proximité, mais qui peut quand même, qui doit quand même être près, quand il y a un problème, près des personnes qui habitent Montivilliers. Mais avez-vous quand même pensé, moi, à l'armement? Je ne parle pas d'un armement létal, mais ils font les nuits comme ils le font maintenant, c'est pas avec qu'un seul chien qu'ils peuvent se défendre. S'il y a 4 ou 5 mecs qui sont devant eux, qui jouent les gros bras, comment qu'ils vont faire? Ils vont pas se faire descendre comme ça, comme des lapins. Parce que ça arrive. Bien. Écoutez, merci de ces contributions. Je vous propose 2-3 réflexions et puis n'oublions pas de voter surtout. Madame, vous avez évoqué une affaire personnelle dont je vous ai dit évidemment. Je vous ai à la fois témoigné mon soutien et puis je crois savoir qu'il y a un travail en cours et je crois que la police doit revenir vers vous, la police nationale, puisque c'est elle qui diligente les enquêtes et je pense que vous devriez avoir des nouvelles d'après, c'est ce matin, j'ai eu une information ce matin. Vous dire aussi, madame, que je suis comme vous, je suis un peu dépité quand vous allez au commissariat et je suis un peu triste que la police nationale soit si peu nombreuse. Pourquoi elle est aussi nombreuse quand vous allez au commissariat de Montivilliers ou du Havre? Entre 2007 et 2012, 10 000 postes de policiers et de gendarmes ont été supprimés. Alors, je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, c'est le président que vous affectionnez qui a pris cette décision. Quand entre 2007 et 2012, M. Sarkozy décide de supprimer 10 000 postes de fonctionnaires sur le territoire national, eh bien, en 2021, on le paye aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il aussi peu d'effectifs? Monsieur le Cacheur l'a dit, vous l'avez constaté vous-même et à vos dépens, et c'en est triste. Pourquoi les policiers sont-ils aussi peu nombreux? Parce qu'une décision politique a été prise entre 2007 et 2012, supprimer 10 000 postes de policiers et de gendarmes sur le territoire national. Voilà les conséquences, voilà l'incurie, voilà comment le pouvoir régalien se retrouve diminué et c'est bien dommage. Et à chaque fois, ce sont les victimes qui le paient. C'est important. Sur la vidéoprotection, je tenais à vous dire que ça a des effets. Alors pourquoi on en met? C'est que ça marche. Parce que sinon, on ne mettrait pas, sinon on ne dépenserait pas de l'argent. Ce matin, j'étais avec les responsables de la gendarmerie, enfin le COP d'Épouville, et j'étais avec monsieur le procureur. Cet après-midi, j'ai encore vu le commissaire. Vous voyez, je passe beaucoup de temps, effectivement, sur les questions de sécurité. Et en fait, on n'est pas très loin de penser la même chose, Mme Langlois. Je passe beaucoup de temps, parce que c'est un sujet que je trouve important pour les Montivillons. Et le maire a des pouvoirs. Donc, je fais ce que je peux à mon niveau, et je fais le maximum. Je pense que vous n'en doutez pas. Mais vous dire que c'est bien grâce à la vidéoprotection que plusieurs enquêtes ont été résolues, que c'est bien grâce à la vidéoprotection, nous avions parlé tout à l'heure de l'incendie du centre commercial La Belle Étoile, c'est bien grâce à la vidéoprotection que l'auteur a été retrouvé. C'est grâce à la vidéoprotection installée récemment à Belle Étoile que nous allons pouvoir élucider un certain nombre d'affaires.
Et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, sinon, si ça ne servait à rien, on n'en mettrait pas. Enfin, vous doutez bien. Alors oui, ça va peut-être pas toujours assez vite, mais vous savez ce qu'il en est du traitement. Nous sommes dans un état de droit. Les OPJ, les officiers de police judiciaire, ont évidemment des procédures à suivre. Et comme ils sont peu nombreux, évidemment, ça prend un peu de temps. Et j'en terminerai, puisque nous allons voter, vous dire le travail de complémentarité qui se fait. C'est important entre nos policiers municipaux, dont je veux vraiment souligner le travail. Aujourd'hui, ils sont armés de matraques télescopiques, ils sont armés de gazeuses. Je suis comme vous, je ne suis pas favorable à l'armement létal. En revanche, il y a peut-être le pistolet à impulsion électrique sur lequel nous allons peut-être réfléchir, mais en tout cas, ce qui est l'armement létal, je n'y suis pas favorable. Je pense que le débat avait eu lieu, je crois, d'un précédent mandature, et finalement ça avait été abandonné, ce débat. Ici, il n'aura pas lieu. Par contre, ce qui est important, c'est de dire que le vrai travail, et ça prend du temps, c'est le travail d'enquête. C'est le travail d'enquête qui se fait. C'est un travail de fourmi. C'est un travail aussi où on a besoin de complémentarité. Quand la police municipale a des infos, elle les communique à la police nationale. Et ça marche bien. Et c'est vrai qu'on a la chance, et je veux saluer le travail de nos policiers municipaux. Je leur ai indiqué que je souhaitais une police municipale exemplaire, une police municipale de proximité. Vendredi matin, nous étions avec Fabienne Malandin aux abords de l'école Victor Hugo, qui est quand même un giratoire accidentogène. J'ai demandé à la police municipale chaque matin de tourner auprès des écoles, d'être près pour la traversée des enfants, mais aussi des parents, parce que ça permet d'échanger aussi avec les parents. Nous avons créé une brigade médiation, proximité, environnement. C'est aussi pour être au plus près des habitants, et c'est ce travail de maillage, quand on va travailler police municipale, brigade, le CCAS, les éducateurs de prévention. C'est comme cela qu'on va pouvoir avancer, et c'est le sens de notre travail sur ces questions de délinquance et de sécurité. Voilà. Je vous propose, chers collègues, de voter. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération? Je n'en vois pas. C'est donc un vote à l'unanimité. Poursuivons notre débat sur les ressources humaines avec le don de congé. Alors, qu'est-ce que le don de congé? C'est un dispositif qui émane d'une loi, la loi du 9 mai 2014, qui est intégrée dans le Code du travail, un dispositif permettant aux salariés de donner des jours de repos aux parents d'un enfant gravement malade, anonymement et sans contrepartie. Ce dispositif, qui fait application de la loi précitée, a été transposé aux agents publics par le décret de 2015. Il vient s'ajouter à d'autres dispositifs statutaires existants ayant un objectif similaire: congé de présence parentale, congé de solidarité familiale ou disponibilité pour raison familiale. Le décret du 9 octobre 2018, pris pour l'application aux agents publics civils de la loi du 13 février 2018, étend le bénéfice des dons de congé aux agents publics ayant des proches en situation médicale d'une particularité grave. Le bénéficiaire du don du jour de repos peut y prétendre au sens de l'article L3142-16 du Code du travail pour son conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant, descendant, un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu'au 4e degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. C'est le texte, j'ai pris le soin de le lire parce qu'il est fondateur. Ainsi, un agent public peut dorénavant renoncer sur sa demande, de manière anonyme, c'est important, et sans contrepartie, à ses jours de repos ou congé non pris au bénéfice d'un autre agent relevant du même employeur, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, ou qui vient en aide à un proche souffrant d'une maladie ou d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Voilà, chers collègues, je vous propose c'est de permettre l'exercice du droit de congé. Nous avons eu ce débat en comité technique le 29 janvier 2021. Là encore, ça a été un avis unanime à la fois des élus et des représentants du personnel. Et je vous propose de valider la mise en place du dispositif de don de congé à la ville de Montivilliers et d'adopter la charte relative au don de congé qui était en annexe dans le document qui vous a été envoyé. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce... Oui, Madame Langlois ? Que j'ai assisté au comité technique, c'est pas. J'aurais voulu quand même sur la question précédente. Est-ce qu'on peut y revenir? C'est simplement une demande d'information.
On a voté, vous n'allez pas changer votre vote. Le vote, il est bon, le vote. Oui, mais d'accord. Je me suis rendu compte sur un sujet qu'ils ont tous le même grade et tous les mêmes catégories, même le responsable du service. Alors non, vous avez un... Non, vous avez un... Non, ils n'ont pas le... Alors, regardez le tableau qu'on a. Oui, tout à fait. Mais vous avez brigadier chef et vous avez gardien. Vous avez des gardiens et vous avez... Il y a un tableau où on voit que c'est marqué tous sur le côté. Tu l'as, le tableau, non? Oui, vous avez brigadier ou gardien. Non, mais ils ont tous la même catégorie. Ils sont tous en catégorie C. Même le responsable. Oui, catégorie, oui. Après, sur le grade et l'emploi, c'est différent. Et ils sont tous brigadier chef. Non. Ah ben, non, effectivement. Effectivement, je vais... alors, je vous propose, comme l'on le fait, puisque je vais demander à notre directrice générale des services... Je vais devoir, selon la forme habituelle, dire je suspends la séance pour permettre qu'elle s'exprime. Mais visiblement, vous avez raison, j'ai le document devant les yeux, je ne l'avais pas jusqu'alors. Je propose Madame Duval, éventuellement. Je coupe la séance, je suis obligé de le dire. Ça m'ennuie, mais... Oui, vous avez raison, on va corriger cela. Madame Duval, vous... Le responsable de la police municipale a le même grade que ses agents. Mais on a à la fois des brigadiers chefs et gardiens de police. C'est marqué dans le tableau. On a brigadier chef principal et gardien de police municipale. On n'entend rien. Merci. Alors, je reprends la séance du coup parce que c'est la règle. Merci. Voilà. Donc, en fait, la règle, je l'explique pour les collègues ou ne peuvent s'exprimer au conseil municipal que les élus. Et lorsque je donne la parole à Madame la directrice générale des services, je suis obligé formellement de dire que j'ai suspendu la séance. Alors, je reviens au don de congé. Est-ce que ça appelle des remarques ou des commentaires? Je n'en vois pas. Donc, je vais passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Je n'en vois pas. C'est donc un vote à l'unanimité et au nom des agents de la ville de Montivilliers, notamment celles et ceux qui pourront en bénéficier. Merci aux collègues élus. Nous continuons avec une question relative, oui, c'est une question que nous avons eue à la communauté urbaine, c'est sur les masques de protection Covid. C'est notamment le financement. Vous savez, la commune avait reçu 16 000 masques chirurgicaux, 1 000 masques chirurgicaux lavables enfants pour un coût total de 54 649 €. Après une déduction de la subvention du FSE, c'est le Fonds social européen, le reste à charge pour la commune est de 10 929,80 €. Je vous propose, après en avoir délibéré, de m'autoriser à signer la convention de partenariat avec la CU dans le cadre du financement donc de ce FSE qui est le financement européen, de verser au bénéfice de la CU sa contribution financière d'un montant de 10 929,80 €, conformément à la convention de partenariat. Oui, une question, Monsieur Leclerc. « 10 900 €, c'est une somme importante, bien évidemment, qui sera certainement comblée avec les économies faites sur les spectacles. Un petit point de détail ou d'information, pouvez-vous nous faire un point suite à la campagne de test du 14 décembre au sujet des remboursements des frais engagés par notre ville? Merci. Vous évoquez la campagne du 14 au 19 décembre qui a eu lieu donc, sur 20 sites de la CU, dont la ville de Montivilliers. La ville de Montivilliers avait accueilli un site au gymnase Christian Gans qui avait mobilisé énormément d'agents, à la fois municipaux, mais aussi des agents communautaires qui avaient mobilisé les étudiants de l'IFSI, et ça j'en profite pour les saluer, des infirmières, des médecins et la protection civile. La protection civile était venue et sur ces 20 sites, dont celui de Montivilliers, ce qui avait permis à l'époque de réaliser 31 000 tests. Sur les 20 sites, le site de Montivilliers était le deuxième, donc le premier étant un site au Havre. Vous dire que, puisqu'on en a parlé, je crois, la semaine dernière, vous étiez là, même choqué, nous avons fait un petit compte-rendu au CHSCT. Nous avons eu l'occasion d'évoquer à la fois les conséquences, vous me parlez des conséquences financières, mais aussi tout ce que cela avait induit pour le personnel municipal. Notamment, ça avait permis de travailler en interservice, ça avait permis de mobiliser des agents sur
sur cette question. Ça avait permis de montrer qu'il y avait encore sans doute des points d'amélioration dans une future, et je l'espère, une future campagne de vaccination. On en est loin. Et là, je suis désolé, le maire de Montivilliers, il aimerait, comme il est aussi vice-président de la santé, il aimerait absolument que nous ayons des doses de vaccins pour que nous puissions avancer, mais tout maire que je suis et tout vice-président de la communauté urbaine en charge de la santé que je suis, je n'ai pas le pouvoir de fabriquer des doses et croyez-moi que j'en suis désolé. Je sais qu'actuellement, il y a 3 centres de vaccination, Flaubert, Monod et puis un centre à Bléville, grâce au Sextant 76, une association de médecins. Donc nous avons 3 centres de vaccination. Vous dire sur les conséquences financières, en fait, ça se résume en heures sup. Nous avons eu notamment des heures sup uniquement sur la partie du samedi, parce que c'était du lundi au vendredi. Donc la plupart des agents ont été mobilisés. Donc c'est sur la partie du samedi que nous avons eu quelques heures sup. Alors le détail, je ne l'ai pas forcément, mais je vous le communiquerai, puisqu'on peut le calculer. Ensuite, ce qui avait été convenu, c'est d'un accord avec l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, et la communauté urbaine qui a mis à disposition les moyens matériels. Nous avons été dans le prêt de table, le prêt de chaises, le prêt de petits chalets. Matériellement, je crois que ça ne nous a pas coûté grand-chose. Le seul coût, ça va être les heures sup du samedi, parce que le restant, il y a une convention qui a été passée de manière à ce que ça n'entache pas les budgets des collectivités. Je rappelle qu'on avait quand même dit que ça coûtait déjà très cher, cette crise de la Covid, aux collectivités. Donc éventuellement, je pourrais peut-être demain demander au service si on peut avoir un chiffrage des heures sup, mais pour moi, ce ne sont que les heures sup du samedi. Je ne pense pas qu'il y ait eu de frais. Il y a peut-être eu non, parce que la communication a été assurée par l'ARS. Donc il y a eu, voilà, c'est uniquement les heures sup. Mais je vous communiquerai, monsieur, et puis ça m'intéressera aussi de savoir. Mais en tout cas, on a limité, c'était intéressant, c'est qu'on puisse avoir une convention CU et ARS. Il faut voter. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille rechercher donc, auprès de la CU, on va verser à la CU, mais surtout on va récupérer les subventions, pas d'opposition, pas d'abstention, donc un vote à l'unanimité. Je vais laisser la parole maintenant à Éric Lefebvre, qui est notre conseiller délégué en charge des finances, pour nous parler d'un acompte de subventions aux associations au titre de l'année 2021. Monsieur Lefebvre. Merci, monsieur le maire. Le vote des subventions aux associations pour l'exercice 2021 ne devant intervenir que le 22 mars 2021. Afin d'éviter des problèmes de trésorerie, nous vous proposons de verser un acompte sur la subvention de fonctionnement qui leur sera attribuée pour l'exercice 2021. Le montant de cet acompte est basé sur 25% de la subvention votée pour l'année 2020. Les acomptes proposés pour 2021 sont l'Amicale des employés municipaux de Montivilliers pour 22 206 €, l'ALM Basket pour 7 014 €, l'ASM Football pour 4 949 € et le groupement Montivillon de tennis pour 6 544 €. Compte tenu de ces éléments d'information et après en avoir délibéré, je vous propose de verser un acompte sur la subvention de fonctionnement au profit de ces 4 associations, acompte à valoir sur la subvention de 2021. Merci, monsieur Lefebvre. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est un vote à l'unanimité. Merci. Nous poursuivons, monsieur Lefebvre, et vous allez nous évoquer un dossier qui concerne la garantie totale d'un prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations. C'est une délibération ordinaire et c'était pour un programme Sodinov, programme des 13 logements en VFA, et ils sont situés à avenue Foch. Monsieur Lefebvre. Sodinov Habitat Normand sollicite la commune pour la garantie totale d'un prêt. Montant du prêt, 1 572 349 € pour l'acquisition en VEFA. VEFA, ça veut dire vente en état futur d'achèvement, de 13 logements situés avenue Foch, un peu avant le giratoire Nacéré en allant vers Harfleur. En contrepartie, la commune de Montivilliers disposera d'un droit de réservation de 2 logements sur les 13 concernés par l'emprunt garanti. La convention entre Sodinov Habitat Normand et la commune portant sur la garantie d'emprunt et la réservation des logements est annexée à la délibération. Cette garantie concerne le contrat de prêt numéro 116-520 entre l'emprunteur, donc Sodinov Habitat Normand, et la Caisse des dépôts et consignations.
Après en avoir délibéré, je vous propose d'accorder une garantie à hauteur de 100% du prêt d'un montant donc de 1 572 349 €, ce qui nous engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Compte tenu de ces éléments d'information, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions relatives à la garantie du prêt sus-mentionné. Merci, Monsieur Lefebvre. Est-ce qu'il y a des remarques? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Personne. C'est donc une adoption à l'unanimité. Merci. Monsieur Lefebvre, je vous laisse la parole. Alors là, vous nous parlez d'outillage, de fourniture industrielle, parce que nous avons un groupement de commandes à effectuer donc avec la ville du Havre, le CCS de la ville du Havre, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, notre ville, donc le conseil municipal de Montivier, et le CCS de Montivier. C'est donc un accord cadre. Je vous laisse la parole pour présenter ce groupement de commandes. Le marché actuel d'outillage et de fourniture industrielle de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole arrive à échéance en août 2021. Au regard de l'intérêt économique que représente un groupement de commandes, la communauté urbaine propose à d'autres communes de se regrouper afin de lancer un nouveau marché et ainsi obtenir les meilleures conditions de réalisation et de prix. Le dossier de consultation sera loti comme suit. Donc là, vous avez la liste de 12 lots. Ils seront tacitement renouvelables 3 fois par période d'1 an. Leur durée ne pourra excéder 4 ans. La ville de Montivier s'est positionnée sur les lots de 1 à 7 et 9 et 10. Vous avez la liste sur la délibération de ces lots, donc de 1 à 7 et de 9 à 10. Considérant qu'il est opportun de former un groupement de commandes afin d'obtenir les meilleures conditions tarifaires, après en avoir délibéré, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour la conclusion des accords cadres à bon de commande d'acquisition, outillage et de fourniture industrielle. D'autoriser Monsieur le maire à signer des accords cadres à bon de commande avec les fournisseurs qui seront désignés à l'issue de la procédure de consultation publique des entreprises. Merci, Monsieur Lefebvre. Y a-t-il des observations, des remarques? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Ah, pardon, une demande de prise de parole, je vous en prie. Je m'aperçois et suis heureux que les regroupements de commandes suscitent l'intérêt. Et je me rappelle d'un conseil municipal il y a 1 an où les gros groupements de commandes avaient fait grand débat lors du budget de l'année dernière. Donc, merci pour cette belle évolution à tous. Merci beaucoup. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est un vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Lefebvre, vous continuez. Cette fois-ci, vous nous parlez d'un accord cadre. Cette fois-ci, pour signer avec la ville du Havre un groupement de commandes pour la conclusion des accords cadres à bon de commande d'acquisition de matériel éducatif. Alors, c'est un petit peu différent, Monsieur le maire. Nous avons, depuis 2019, un marché d'acquisition de matériel éducatif en groupement de commandes avec la ville du Havre. 2 lots de ce marché sont multi-attributaires, donc 3 sociétés. Toutefois, la société Bourrelier, co-titulaire sur ces 2 lots, a été placée en liquidation judiciaire en date du 5 juin 2020. Nous devons donc, comme la ville du Havre, signer des avenants avec les 2 autres titulaires pour répartir le pourcentage de commandes annuelles fixées par le règlement de la consultation. Ce dossier étant été lancé en procédure formalisée, nous devons passer devant le conseil municipal pour acter de la signature des avenants. Sur le lot numéro 1, la société Bourrelier, donc qui concernait du matériel éducatif par apprentissage, avait 35% du marché. Ils seront répartis de la façon suivante. La société bureautique qui en avait 35 en aura maintenant 50. La société papeterie Bichon qui en avait 30 en aura maintenant 50%. Sur le lot numéro 2, matériel éducatif spécifique petite enfance, la société Bourrelier avait 35%. Ils seront désormais répartis de la façon suivante. Société Pierron, Asco et Seda, 35% deviendront maintenant 50%. La société Librairie Papeterie du Manoir, qui avait 30%, en auront maintenant 50%. Après en avoir délibéré, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer des avenants aux accords cadres
un bon de commande multi-attributaire concernant la société Bureautique 50, la société Papeterie Pichon, la société Piron, Asco et Seda, ainsi que la société Librairie Papeterie du Manoir. Merci, Monsieur Lefebvre. Y a-t-il des observations, des remarques? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est donc un vote à l'unanimité. Merci, Monsieur Lefebvre. Passons avec une délibération relative à ce qu'on appelle la sécurité au travail, avec une convention. Nous proposons de passer une convention avec notre centre de gestion, le centre de gestion de la Seine-Maritime, pour la mission d'ACFI. L'ACFI, c'est l'agent chargé de la fonction d'inspection. C'est donc l'idée, c'est de pouvoir, et vous avez une notice explicative qui vous a été fournie pour expliquer voilà, le rôle de cette ACFI, en sachant que c'est une convention classique qui est passée par quasiment toutes les communes de Seine-Maritime, et donc bien vouloir m'autoriser à signer cette convention avec le centre de gestion, en sachant que nous avons eu ces débats au CHSCT la semaine passée, le 5 février. Voilà. Y a-t-il des remarques sur ce dossier? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Personne. C'est donc un vote à l'unanimité. Nous allons passer à une délibération maintenant avec... nous passons à la vie culturelle. Je vais laisser la parole à mon adjoint en charge de la vie culturelle, Nicolas Sajous, qui va nous parler d'une convention de location d'une exposition entre la ville de Montivier et le Centre Havrais de recherches historiques. Monsieur Sajous. Excusez-moi. Avant de présenter la délibération, je souhaitais dire que les musées et les salles d'exposition sont fermées partout en France. Donc le réfectoire de l'abbaye est fermé à Montivier, mais les salles d'exposition continuent à se tenir. Et donc je profite de cette délibération puisqu'il s'agit de l'allocation d'une exposition. Donc je souhaite saluer le travail des agents qui travaillent à la présentation filmée des expositions. Les expositions se poursuivent. Il y en a eu 2 depuis le 2e confinement. Elles se poursuivent et comme elles ne peuvent être vues, elles sont filmées et sont filmées avec talent par les agents qui prennent très à cœur cette tâche et qui font que ces expositions peuvent être vues par tous et je pense que c'est intéressant de les saluer. Donc, il s'agit d'une convention de location d'une exposition entre la ville de Montivier et le Centre Havrais de recherche historique. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021, la ville souhaite présenter au sein du réfectoire gothique de l'abbaye l'exposition intitulée « Un peintre havrais, Émile Constant, Le Havre et ses environs ». Cette exposition est détenue par l'association Le Centre Havrais de recherche historique. Afin de préparer cet événement, il est nécessaire de signer avec cette association une convention fixant les modalités d'assurance et de location de la dite exposition. La commission municipale numéro 2, Vie culturelle et citoyenne réunie le jeudi 28 janvier ayant donné un avis favorable, je vous propose d'adopter la délibération suivante. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de location de l'exposition intitulée « Un peintre havrais, Émile Constant, Le Havre et ses environs » avec l'association Le Centre Havrais de recherche historique. Le montant de la dépense s'élève à 800 €. Merci, Monsieur Sajous. Y a-t-il des observations, des remarques? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Personne. C'est un vote à l'unanimité. Nous allons poursuivre sur la vie culturelle avec... avec une délibération, je vais vous proposer de l'enlever, cette délibération, et M. Sajous va nous expliquer pourquoi. Nous devions passer une convention entre la ville de Montivier et l'association MHAD. Nous devions évoquer la question d'une participation financière à hauteur de 1020 € pour MHAD, mais MHAD, sa présidente m'a écrit, et je vais proposer à mon adjoint de bien vouloir nous indiquer la teneur de l'écrit de Madame la présidente de MHAD. Effectivement, Madame Fouache, présidente de MHAD, a écrit un courrier à Monsieur le maire. Je l'ai eu le lendemain au téléphone. Dans ce courrier, elle nous informait que, faute d'activité, MHAD décidait de renoncer à sa subvention de fonctionnement de 1020 €. Donc c'est l'occasion également, cette délibération n'est plus à l'ordre du jour, mais c'est l'occasion de souligner le sérieux, l'intégrité et la responsabilité d'une association comme MHAD dans la période difficile que nous traversons tous. Et vraiment, on sent un sens de l'effort qui fait plaisir à voir et un sens de la responsabilité qui doit être souligné.
Merci, Monsieur Sajous. Et si vous en êtes d'accord, chers collègues, je propose d'écrire à Madame la Présidente demain et en notre nom à tous, la remercier de cette disposition. C'est assez rare et je joindrai les propos de mon adjoint et je pense que je la remercierai au nom de l'ensemble du conseil municipal. Donc la délibération est enlevé de l'ordre du jour. Nous poursuivons avec vous, Monsieur Sajous, et vous nous parlez d'une convention entre la ville de Montivier et l'association Les Amis des Arts. Merci, Monsieur le maire. Donc, lors du Festival Normandie Impressionniste 2020, des reproductions d'œuvres impressionnistes ont été réalisées par l'association Les Amis des Arts, partenaire régulier des actions du service patrimoine culturel et tourisme. Ces reproductions ont été agrandies pour figurer sur des supports géants visibles par le public durant tout l'été 2020 dans le quartier de la Belle Étoile. Alors, on avait pensé qu'elles ne survivraient pas à l'été, et en fait, elles ont tenu le choc malgré les intempéries. Aucune des œuvres d'art, ça mérite d'être souligné, n'a été dégradée ou abîmée, ce qui montre le respect et l'attachement aux manifestations lorsqu'elles ont lieu et qu'elles embellissent les quartiers. Donc cette action culturelle étant terminée, la ville de Montivier propose un partenariat avec l'association pour que celle-ci puisse bénéficier des supports pour ses propres actions, tout en les gardant à la disposition de la ville. La convention précise le stockage et la libre utilisation des toiles géantes par l'association, sans possibilité de revente. Les chevalets géants réalisés par les services techniques restent propriété unique de la ville, sans possibilité de prêt. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire qu'ils seront réutilisés l'été prochain pour une seconde opération du même type qui s'intitulera Chevalet des Poètes. La mise à la disposition des toiles à la ville qui en reste propriétaire pour ces manifestations est prêt au RPA. Le renouvellement de la convention durant 9 années. À l'issue de ces 9 années, l'association deviendra propriétaire des toiles géantes. La commission municipale du jeudi 28 janvier ayant donné un avis favorable, je vous propose d'adopter la délibération suivante. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec les Amis des Arts. Merci, Monsieur Sajous. Il n'y a pas de demande de prise de parole. Vous nous avez fait une confidence, vous nous avez indiqué que ces chevalets allaient servir pour les poètes. Et donc, sur la ville de Montivier, il y a un certain nombre de rues qui portent le nom de poètes. Et donc, je pense que vous avez déjà dévoilé une petite surprise pour l'été prochain. Et c'est très bien. Et en plus, ça nous rappelle la chaleur de l'été dernier. C'était bien plaisant. Je dis ça parce que je crois qu'il ne fait pas très chaud. Et il ne fait pas très chaud dans cette salle. Bien, écoutez, vivement l'été prochain. C'est vrai que c'était très plaisant. Je crois qu'on a tous apprécié. Et vraiment, le travail avec les Amis des Arts, ça a été unanimement apprécié par tous, et notamment les habitants de la Belle Étoile. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Merci à vous, Monsieur Sajous. Je laisse la parole maintenant. Nous allons parler foncier. Monsieur Guillard. Monsieur Guillard, vous avez la parole. Vous nous parlez du bilan des acquisitions et cessions foncières. Oui, merci Monsieur le maire. Donc la ville de Montivier, donc au niveau du bilan des cessions, a cédé le bâtiment l'Olympia au 34 rue du Pont-Caloire pour un montant de 215 000 €. La date de signature s'est faite le 12 août 2020. Et au niveau des acquisitions, donc, il y a eu une préemption au niveau du 7 chemin de Buglise, sur la parcelle de 5008 m², pour un montant de 382 000 €. Donc ça fait partie du budget donc 2020, mais l'acte notarié sera signé qu'en 2021. Voilà. Et une deuxième acquisition, c'est au niveau du portage EPFN, une dernière parcelle pour l'écoquartier, pour un montant de 1 245 755 € 74 centimes. Donc voilà. Merci Monsieur Guillard. Une demande de prise de parole, Monsieur Gilles. Oui, merci Monsieur le maire. Je profite de cette délibération pour vous poser une question. Un certain nombre de voiries ont été passées dans le domaine public ces dernières années, et en particulier au 4e trimestre 2018, avant le transfert de compétences des travaux de voirie à la communauté urbaine. Pour officialiser définitivement ces classements, des actes notariés devaient être établis. Les notaires travaillant pour la ville avaient indiqué qu'ils profiteraient de la baisse d'activité pendant le premier confinement pour régulariser un certain nombre d'écritures. J'étais alors intervenu sur le sujet auprès de notre DGS en avril 2020. Savez-vous si ces actes ont été préparés? Merci si vous pouvez regarder cette question.
Oui, merci Monsieur Gilles. Eh bien, écoutez, on va regarder ça attentivement et je pourrais vous redire, ce n'est pas dans mon agenda prochainement en tout cas, je ne repasse pas chez le notaire prochainement, mais je crois que c'est au travail. On a fait un point avec le service foncier. Donc la date, alors je sais que ce n'est pas dans les 15 jours parce que j'ai balisé mon agenda, ce n'est pas dans les 15 jours, mais on vous tiendra bien évidemment au courant et ça fera peut-être l'objet d'une information au conseil municipal. Merci de l'avoir rappelé. Sur le bilan des sessions, sur l'intervention de Monsieur Guillard, pas de remarques. Merci. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Vote à l'unanimité. Et enfin, nous en terminons, Monsieur Guillard, avec cette délibération. En fait, c'est une délibération qui revient. Nous l'avions adoptée tout simplement parce qu'en raison de la crise de la Covid, il a fallu que nous revoyions les dates. Donc, je vous propose, Monsieur Guillard, de nous rappeler ce que le programme de construction de 30 maisons et surtout, l'idée, c'est la concertation préalable qui aura lieu, je crois, lundi prochain. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, le conseil municipal avait délibéré le 16 novembre 2020 pour définir les objectifs et les modalités de la concertation préalable concernant le projet de 30 logements porté par Optia Finance. Et il avait été décidé que cette dernière se déroulerait du 11 janvier 2021 au 22 janvier 2021. Or, compte tenu des contraintes liées à cette crise sanitaire, les dates initialement prévues pour la concertation préalable ne peuvent être respectées par la société Optia Finance. Aussi, cette dernière demande à la ville de prévoir de nouvelles dates pour la mise en œuvre de cette concertation. La commission attractivité du territoire et urbanisme du 27 janvier 2020 a donné un avis favorable à l'unanimité sur la modification des dates initialement prévues pour cette concertation préalable. Après en avoir délibéré, décide de modifier comme suit les modalités de la concertation préalable approuvée en conseil municipal le 16 novembre. Le dossier de présentation du projet conforme au code de l'urbanisme transmis par le maître d'ouvrage sera mis à disposition du public pour consultation aux horaires d'ouverture du service urbanisme de Montivilliers en mairie, place François Mitterrand, du 15 février 2021 au vendredi 5 mars 2021 inclus. Une réunion publique devra se tenir dans le respect des règles à appliquer du fait de la situation sanitaire et pourra revêtir un format particulier, probablement dématérialisé. À ce jour, elle est prévue pour se tenir le lundi 15 février 2021 à 18 h via la chaîne YouTube de la ville de Montivilliers. Cela est toutefois susceptible d'évoluer selon le contexte sanitaire du moment. Et dit que les observations du public pourront être consignées dans un registre destiné aux observations ou propositions de toute personne intéressée qui sera mise à la disposition du public pendant toute la concertation, soit jusqu'au vendredi 5 mars inclus, en mairie, aux heures et jours habituels d'ouverture du service d'urbanisme de Montivilliers, et donc décide de laisser inchangées les autres modalités de la concertation approuvée au conseil municipal du 16 novembre 2020. Merci, Monsieur Guillard. Y a-t-il des remarques? Oui, Monsieur Leclerc. Nous sommes toujours favorables à la construction de ces 30 maisons-là, ces 30 logements, et hâte de voir s'il y a des modifications et de voir le projet sortir. Merci beaucoup, Monsieur Leclerc. Alors, il faut voter. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Personne, c'est donc un vote à l'unanimité. Écoutez, c'est sur cette délibération que le conseil municipal se clôture. Il est 19h52. Il me reste à vous remercier de la qualité de nos échanges et de nos débats sur des sujets du quotidien de la vie des Montivillonnes et des Montivillons. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance de notre conseil. Bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous, bien évidemment. Bonne soirée. Au revoir.